Béatrice aujourd'hui, Valmore et Muriel sont présentes pour participer à un entretien en visio. Donc je les remercie beaucoup. Elles font partie de l'association Allo Anno, qui se charge d'accompagner des personnes dans un parcours de soins et notamment qui amène vers la chirurgie bariatrique. Donc votre association elle a été créée en 2010 donc pour aider les futurs opérés à comprendre le principe de fonctionnement de l'anneau gastrique et de les accompagner tout au long de leur parcours. Vous allez nous en dire un peu plus après. Et puis par la suite, donc ça aussi, ce sera intéressant de pouvoir connaître à quel moment sur le parcours de l'association, il y a eu une évolution, en fait, dans votre approche, essentiellement qui concerne maintenant les personnes opérées de la sleeve ou et patientes qui sont passées par l'anneau gastrique juste avant. Oui, et bypass. Et le bypass. OK, parfait. Merci beaucoup pour la précision. Du coup, ce sera l'occasion d'expliquer les différences entre les trois. Donc vous, Béatrice, vous êtes donc Béatrice Allory, vous êtes la présidente. Valmore Kempf, vous êtes donc animatrice au sein de l'association. Et Muriel Magal, vous êtes également animatrice au sein de l'association et également hypnothérapeute. Voilà pour la petite présentation que je voulais faire moi en intro. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer, comme on dit, le micro, même s'il n'y en a pas. Mais du coup, pour que vous puissiez vous présenter, dire qui vous êtes et expliquer un petit peu comment vous êtes arrivée, donc vous, Béatrice, à créer cette association et à faire appel à Muriel et à Valmore pour venir animer et vous aider dans votre mission. Voilà. D'accord. Je vous laisse expliquer un petit peu et vous présenter. Ok. Donc en fait, l'association Allo Anno a été d'abord créée par Madame Anglade Fabienne en 2007, à l'époque où il y avait des pauses d'anneaux gastriques. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a plus de pause d'anneaux gastriques. Donc personnellement, j'ai été opérée, moi, de la sleeve gastrectomie. Mais déjà à cette époque-là, il y a plus de 17 ans, le médecin chirurgien nous imposait quelque part, nous sollicitait pour participer à une réunion d'information. Et du coup, j'ai été très bien accueillie, très bien renseignée, très rassurée aussi par donc Madame Anglade et son équipe de l'époque. Mmh. Et donc j'ai pris tout de suite mon adhésion à l'association de façon à pouvoir à mon tour pouvoir aider les gens qui se posaient aussi des questions comme moi-même. Voilà. Ok, Donc j'ai pris mon adhésion et avec le temps, je suis devenue présidente. ok, super. Alors, moi, j'ai rencontré Béatrice lors de mon parcours de chirurgie bariatrique. Moi, j'ai fait un bypass. Et dans le parcours, on nous invitait à participer à une réunion d'information avec l'association Allo Allo. Et donc, Béatrice m'a accompagnée pendant mon parcours lors de cette réunion et m'a proposé aussi de venir me rendre visite lors de mon opération le lendemain. Donc, je lui ai demandé de venir, j'avais besoin de soutien moral et puis Hmm. comment dire, les animatrices sont présentes de l'association pour nous soutenir, répondre à nos questions par texto, disponible 24 heures sur 24. Non, elles dorment un peu quand même, mais vraiment très, 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 très disponible, très bienveillante. Voilà, et ça nous fait, ça fait du bien. Et puis du coup, ça m'a donné envie, ce modèle-là que j'ai par Béatrice, de moi aussi d'accompagner des personnes aussi qui vont être dans ce parcours et leur apporter ce soutien, cette bonne humeur aussi, cette écoute aussi, la compréhension et surtout le non-jugement. Hmm. Super, merci beaucoup Valmore. Et vous, Muriel? Alors moi, je suis au départ une amie de Béatrice et quand je me suis formée à l'hypnose, j'ai proposé à Béatrice déjà de faire un essai pour savoir voilà, qu'elle comprenne ce qu'était l'hypnose. Et puis, je lui ai proposé plus tard d'intégrer l'association si elle était bien sûr d'accord avec les autres personnes qui sont dans l'association pour venir aider les patients parce que je suis convaincue que l'hypnose peut aider au niveau émotionnel, au niveau du stress, au niveau des addictions, bien sûr, les personnes de l'association. Voilà, donc
je suis rentrée comme ça après dans l'association. D'accord, donc si je comprends bien, vous êtes arrivé dans l'association avant Béatrice, du coup? Non, C'est- après. Non, après, mais enfin, Parce que après, vous... bien après. Moi, je ne suis pas, j'ai pas été opérée. Voilà, moi, j'ai proposé D'accord, d'aider ok. les personnes de l'association et Par le les biais de personnes l'hypnose. qui voulaient par le biais de Ok, Béatrice, d'accord. en les aidant avec l'hypnose. Ok, je comprends. Très bien. Voilà. Ça me parle un petit peu l'hypnose, mais sur une autre thématique, l'arrêt du tabac. Ça a fonctionné chez moi, mais... Voilà, ben oui, ben voilà. ouais, Avec l'hypnose, voilà, on peut résoudre ouais. différentes addictions et dont le tabac, voilà. Qui n'est pas C'est une mince affaire pour ne pas faire de faux jeux de mots. ah Mais oui, c'est, oui, oui, oui. ouais, l'hypnose, ça peut pas mal aider. Je confirme puisque je fais partie des personnes qui en ont bénéficié et chez qui ça a marché. D'accord. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet de l'arrêt du tabac, mais voilà. Non, Du coup, je tout à fais le lien fait. avec ce que vous dites. Ouais. Mais dans Ok. le cadre du parcours de pré-chirurgie, il est obligatoire d'arrêter de fumer parce que le tabac empêche la cicatrisation. Donc, c'est pas si simple que ça de se dire je dois arrêter de fumer parce que sinon mon estomac va mal se cicatriser. D'où l'importance justement de la présence de Muriel dans nos réunions pour rassurer les gens et leur dire ben, je peux vous aider à arrêter le tabac. Je comprends. Et c'est marrant quand vous dites ça parce que moi, du coup, ça me replonge légèrement en fait sur mon propre parcours. Et moi, ça a été vraiment instinctif, naturel, mais ça n'avait aucun lien avec mon parcours d'anogastrique personnellement, puisque moi aussi j'ai vécu ça. Mais bon, moi, il est retiré depuis 2020. Et j'ai quand même arrêté le tabac, mais ça a été bien. Enfin, ça a été un peu avant. À quel moment j'ai arrêté le tabac? Je sais plus. Oui, si c'était avant. Bon, il faudrait que je re-regarde sur. Là, j'ai plus les. Je suis un peu perdue au niveau pardon, au niveau des dates. Mais j'ai arrêté aussi un peu de moi-même en termes d'envie. Voilà. C'était pas forcément lié au parcours. C'est ça que je veux dire. Mais du coup, c'est important, c'est D'accord. sympa d'avoir la précision que vous donnez. Ok. Est-ce que je peux me permettre de vous poser la question? Si vous voulez me dire non, vous dites non, il n'y a aucun problème. En termes de poids, ça représente quoi au niveau de vos pertes à vous, chacune? Malement, tu veux répondre? Oui, bah moi j'ai perdu 48 kilos. Ok. En un an, ça fera un an et demi au mois de mai. D'accord. J'ai été opérée en fin novembre 2024. D'accord, ok. Ok. Et vous avez perdu enfin comment dire, vous avez perdu vite enfin rapidement après l'opération, ou comment ça s'est passé en fait en termes de pertes? Ça s'est étalé dans le temps, parce que Ça a été un peu rapide les premiers mois, puis après ça s'est atténué tout doucement. Il y ouais, a eu des petits paliers où je perdais plus pendant quelques semaines, une semaine ou deux, hein, puis après ça redescendait progressivement. Et ok. là, je pense que je rentre dans une phase de stabilisation. Donc au bout d'un an et demi, vous dites à peu près. Ouais. Ouais. Ok. Et du coup, quand vous dites ça a été vite au début, c'était combien de kilos vous avez perdu assez rapidement sur les 48? Euh, Attends, je vais reprendre ma. Je rentre un peu dans le détail, mais parce que je me permets, vu que là vous êtes là pour témoigner, du coup ça permet aussi Oui, oui, bah, de... c'est une bonne question. Ouais. Attends. Parce que je note tout, j'ai une application, je notais tout. Parce que j'étais à 110 kilos, moi, avant l'opération. Muriel, vous avez réussi à... Ah non, vous n'êtes pas fait opérer, Non, vous. moi, je n'ai pas été Pardon, opérée, hein. Non, oui, non. effectivement. Et donc Béatrice? Alors, moi, je suis partie d'un poids de départ de 105 kilos, donc en 2009. J'avais un IMC à l'époque à 42, donc j'étais ce qu'on disait à l'époque en obésité morbide. Et moi aussi, il m'a fallu un an et demi pour être stabilisée et perdre 50 kilos. Voilà. Ok, Donc, j'étais descendue à 55. J'étais un petit peu maigre à ce moment-là. Donc, j'ai repris un petit peu de kilos parce que je n'étais pas à l'aise dans ce nouveau corps, puisque je n'étais pas avec mon poids de forme. Et donc, du coup, mon poids de forme, c'est entre 57 et 60 kilos. Là, quand je suis dans ce poids-là, je suis parfaitement bien équilibrée dans mon poids. Et du coup, j'ai mis un an et demi, oui, pour être stabilisée. Alors, on nous dit souvent, c'est entre un an et demi et 2 ans pour les femmes. Bon, ben moi, ça a été un an et demi. J'ai eu cette chance-là. ok. Alors, ça y est, j'ai de nouveau mes Oui, chiffres. Donc, dites-nous. j'étais opérée donc, fin novembre. Et le 23 décembre, j'avais perdu déjà 10 kilos. Et fin Ah janvier, ouais, 20 kilos. Donc, ouais. en 2 mois, j'ai perdu 20 kilos. Et après, en avril, j'ai perdu 30 kilos. Du coup, j'étais à 79.
en avril 2025. Donc en fait, le pourcentage de poids perdu, il est plus élevé vraiment au début du parcours. Et après, ça Oui, s'estompe. Ça rejoint voilà. aussi ma propre expérience, hein. Ouais. C'est un peu Et comme ça que je l'ai après, vécu Oui. aussi. en juillet, j'ai été à 69 kilos, enfin 70 kilos, donc ça faisait 40 kilos. Et là, depuis, bah, j'ai perdu, je suis arrivée à 60, jusqu'à 60, je crois, voilà, 60 kilos en décembre. Là, j'ai repris un petit peu, mais voilà, j'étais arrivée à 60 kilos. Et donc vous continuez à suivre quotidiennement enfin l'évolution de votre poids en fait. Que ce soit si vous prenez un petit peu ou si vous stabilisez. Oui, Vous là, prenez les je notes. prends, avant, toutes les semaines, je montais sur ma balance et maintenant, je lâche ma balance. Là, la dernière fois, je l'ai fait le 31 janvier là, et après 28 février. Là, je lâche, je fais une fois par mois, quoi. Hmm. Et, là, j'ai Ok. repris un petit peu, mais voilà. Après, je fais du sport et tout, donc ils m'ont dit que j'avais repris du muscle. Je fais de Ça aussi, l'électrostimulation. c'est vrai que le fait de prendre du muscle, ça ajoute du poids. Ils m'ont dit que Ouais. j'ai perdu du gras, mais que j'ai du muscle. J'ai refait du muscle. Donc, je me dis, bon, bah, sur ma balance, je vais prendre du poids, mais peut-être c'est du muscle, normalement. Ça me soulage. Bon, merci beaucoup C'est pas pour du ces partages-là, qui peuvent parfois paraître tout. intimes. Mais bon, du coup, là, vous jouez le jeu, donc merci beaucoup. Ça permettra Ouais. aussi d'éclairer, je pense, des personnes. Et effectivement, c'est quand même enfin, là, vous parlez de 48 kilos, 50 kilos, c'est vraiment pas rien. Donc, il y a quand même un gros changement aussi pour vous au niveau du corps et comment vous vous adaptez avec votre nouveau corps aussi en chemin. Donc, peut-être qu'on va pouvoir aussi parler de ça un petit peu après. Alors, concernant l'association Allo Anno, est-ce que vous pouvez expliquer du coup vos rôles respectifs? Vous l'avez déjà un petit peu dit, mais en termes d'action aussi que vous pouvez mettre en place ou que vous avez déjà mis en place, voilà, expliquer un petit peu comment vous procédez, ce que vous faites et avec qui, auprès de qui, et puis si vous avez des partenaires. Il me semble que vous êtes aussi partenaire avec la clinique Sainte-Clotilde, si je ne dis pas de bêtises. Je me permets de le dire avant vous, entre guillemets, parce que j'ai fait, il n'y a pas très longtemps, un entretien avec une autre association dans le même univers que le vôtre, qui Ouais. est Horizon Équilibre 974, et qui m'avait précisé que vous étiez aussi partenaire. Voilà. Donc je me permets de le dire. C'est ça. Je vous laisse voilà, partager ce que vous avez envie. En fait, notre association, donc, elle existe. Elle a été une des premières créées à l'île de la Réunion pour pouvoir D'accord. accompagner les patients. Ah oui, on était les premiers, hein. En 2007, on était les premiers à être créés. Et puis, donc, si vous voulez, nous avons décidé d'être une association de patients complètement indépendants. Parce qu'avec l'évolution des techniques opératoires et malheureusement avec l'obésité qui a été reconnue enfin comme maladie chronique et récidivante, du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait dans tout le département des personnes qui maintenant souhaitaient se faire opérer. Donc, on avait des gens dans le sud, on avait des gens dans le nord, dans l'est, dans l'ouest, puisqu'on a 4 points principaux. Et du coup, si vous voulez, nous, comme on voulait être une association indépendante, on a travaillé aussi bien pour les hôpitaux publics que pour les cliniques privées. L'association Horizon, que vous avez rencontrée, Oui. eux, ils ne travaillent qu'avec la clinique Sainte-Clotilde. Ils ont une convention uniquement avec la clinique Sainte-Clotilde. Ils ne pourraient pas aller au Shore. Au Shore, c'est le centre hospitalier de l'Ouest. Ok. Nous avons souhaité pouvoir travailler aussitôt, aussi bien avec les hôpitaux que les cliniques privées, parce qu'avec l'évolution des techniques opératoires, les techniques opératoires maintenant, qu'elles soient faites dans le cadre de l'hôpital ou dans le cadre des cliniques, elles sont toutes surveillées, entre guillemets, par donc la haute autorité de santé. Mhm. Et donc maintenant, que ce soit à l'hôpital ou à la clinique, les techniques sont identiques. Ok. Voilà. Ils se mettent, Donc nous, ah ils oui, sont alignés sur les procédés absolument. et puis les Voilà. techniques, comme vous dites. Ok. C'est cela. Donc, en fait, nous, notre association s'organise avec des réunions d'information. Donc, nous allons une fois par semaine, soit dans le nord, soit dans le sud, soit dans l'est, soit dans Vous l'ouest. avez le choix du coup? Ouais. Mais Ok. comme on est quand même des bénévoles, quelque part, on impose quand même aussi nos possibilités. Donc, Ouais. l'après-midi, quand c'est dans l'ouest, c'est de 14h à 16h, ainsi que dans le sud.
Par contre, pour l'Est et le Nord, donc notamment la clinique Sainte-Clotilde, on propose de 18h à 20h, ce qui permet quand même de varier les horaires pour que les Hmm. patients puissent être au plus proche de leur domicile et en même temps en fonction aussi parfois de leur travail. Ok, et du coup, en termes d'organisation, comment vous faites? Vous dites que vous allez donc dans l'Ouest, etc. Vous louez une salle, vous allez chez des gens, comment vous procédez en fait Non, pour... non, on a un planning qui est établi chaque année, au début d'année. Donc, le premier lundi du mois, on va au Shore dans l'Ouest. Le deuxième Ah, c'est mardi, on va dans directement dans l'établissement, enfin dans le... Ok, dans les établissement médical. établissements publics, Ok, les cliniques. ok. Et les médecins, les équipes pluridisciplinaires reçoivent notre planning. Ils le Ok. mettent dans le dossier des patients, d'accord? Et les patients ont l'obligation de nous appeler pour qu'on puisse leur proposer un lieu et une date de rendez-vous qui leur D'accord. conviennent le mieux possible. Voilà. Et du coup, les patients, ça me permet du coup de vous poser cette question, les patients qui donc rentrent dans ce parcours de soins au niveau de la chirurgie, est-ce que enfin, à partir des cliniques et à partir donc de l'hôpital public, est-ce qu'ils sont obligés de passer par votre association ou Oui. c'est une convention que vous avez eue avec les Non, établissements? non. Non, les chirurgiens et les équipes pluridisciplinaires ont estimé depuis longtemps que participer à une réunion d'association de patients, c'était important pour les futurs opérés. Ok. Parce que nous, on a vécu leurs craintes, leurs doutes, leurs angoisses, leurs inquiétudes. On a vécu l'opération et on a vécu l'après-opération. Et Hmm. le chirurgien qui n'a jamais été opéré, c'est comme Muriel qui propose son service mais qui n'a jamais été opérée, elle ne peut pas, comme Valmore et moi, savoir ce que nous, on ressent quand nous-mêmes, on a des reflux gastriques, quand nous-mêmes, on a des crampes d'estomac. Voyez? Bien sûr. Donc, le chirurgien est là pour opérer et nous, on est là pour les aider à mieux vivre leur post-opératoire. Ok, donc du coup, c'est vraiment une étape obligatoire, entre guillemets, de leur parcours, de vous Absolument. rencontrer et d'écouter les témoignages, etc. et les explications que Tout vous Tout à à pouvez fait. fait. apporter. D'accord, ok. Moi, dans mon parcours, c'était obligatoire. Enfin, pour pouvoir être validé auprès de la commission, il Hmm, fallait que j'ai fait cette réunion d'information hmm, auprès de l'association. Ouais. S'il y avait un élément qui manquait dans le parcours, on pouvait nous refuser l'opération, en fait. ok, je comprends. Voilà. Et donc, être présente à la réunion d'information de l'association Allo était imposée, entre guillemets, quoi. Ouais. Donc, Obligatoire. donc du coup, c'est avant l'opération. Oui. Voilà. Et est-ce que vous en faites aussi après ou pendant? Comment ça se passe en Ah ben, fait alors on après? leur propose. On leur Ok. propose. On n'impose rien. Avant l'opération, la réunion est imposée. La Oui. réunion d'information est imposée. Nous, on leur propose de les accompagner lors de leur hospitalisation. C'est ce que j'ai fait avec Valmore. Ok. Mais après l'opération, toutes les équipes pluridisciplinaires, que ce soit l'endocrinologue, le nutritionniste, la psychologue, le chirurgien, tout le monde organise un suivi, mais c'est un suivi d'ordre médical. Donc, nous, bien entendu, on leur propose aussi que si elles veulent avoir des renseignements complémentaires, qu'elles n'hésitent pas à nous rappeler pour qu'on puisse discuter avec elles. On travaille aussi avec le Centre spécialisé de l'obésité Réunion Mayotte. Il y a des patients qui sont opérés à la clinique Sainte-Clotilde, notamment, et qui habitent Mayotte. Dans ces cas-là, les plannings qu'on leur propose peuvent ne pas correspondre à leur visite à la Réunion. Hmm, Donc, on fait aussi des visios. ok. On fait une visio comme on fait avec vous. Oui. On explique exactement le parcours, on discute et ensuite on leur envoie par mail leur attestation, comme quoi ils ont bien participé à cette réunion d'information. D'accord, ok. Merci beaucoup pour ces précisions donc sur votre manière d'interagir au sein de votre association. Est-ce que vous faites aussi des actions de sensibilisation en dehors donc de l'hôpital public et puis Oui, de la clinique? on y était. Quels, Oui, c'est quels, vrai. quels sont les types de sensibilisation que vous pouvez faire si vous voulez nous en parler? Allez, vas-y, Valmore, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On était à la journée organisée par la CIDIS pour leur personnel, où c'était pour promouvoir la santé bien-être avec le sport. Et donc, ils avaient fait appel à plusieurs intervenants, dont C'est mon quoi association exactement cet organisme? C'est quoi? C'était une journée C'est un de journée du organisme sport. qui s'occupe Je connais pas le nom. des déchets. Enfin, c'est un organisme qui est sur le sud. Et donc, ils offrent toujours une journée à leur personnel où ils leur montrent l'intérêt de faire du sport. Donc, c'est vraiment Ah, dans c'est le par domaine rapport du au sport et sport. Ok. santé.
D'accord, ok. Voilà. Et là, du coup, nous intervenons plus cette fois-ci dans le domaine de la prévention, parce qu'aujourd'hui, on a rencontré déjà des gens en surpoids, mais qui n'avaient pas du tout envie de se faire opérer. Et nous, on n'est pas là pour promouvoir l'opération. On est là pour donner des conseils de bien-être aux gens. Ok. Voilà. Par rapport au surpoids, pour éviter d'aller jusqu'à l'obésité, justement. Ok, je comprends. Donc ça, c'est Là, on peut les la plus conseiller récente que vous avez sur faite. on peut les orienter vers des professionnels de santé, Voilà. des thérapeutes également, avec lesquels on travaille pour, selon leurs questionnements, selon Ouais, ce dont ils ont ok. besoin quand ils se manifestent à nous, en fait. D'où Ok. l'importance de la présence de Muriel, qui apporte un service différent à des gens qui ne sont pas forcément opérés, Je mais des comprends. gens qui connaissent peut-être des gens qui ont des problèmes de surpoids ou des phobies, comme vous parliez par rapport au tabac, hein, voilà, ou le stress avant de se faire opérer, voilà, ou bien, qu'est-ce qu'il y a encore? Les araignées, les peurs des araignées, par exemple. beaucoup. Bon, là, ça n'a plus de lien avec Non, l'opération, etc. Mais en tout cas, non, vous êtes sur plein de champs différents, en fait. C'est ça que c'est ça. je comprends. Est-ce que vous avez quelques chiffres qui vous semblent importants de partager, que vous avez envie de mettre en avant, et peut-être juste de commenter un petit peu, voilà, ce que vous avez pu relever, donc toujours par rapport à votre sujet, qui est la chirurgie, l'obésité, et puis éventuellement le surpoids, enfin, ou même des maladies. Justement, comme je vous disais, nous travaillons beaucoup avec le centre spécialisé de l'obésité. Et donc, du coup, ils nous invitent régulièrement à des réunions de travail, que j'appelle des copiles, et ils nous invitent aussi régulièrement à des congrès. Et hier, nous étions toutes les trois à un congrès où il y avait des chirurgiens, où il y avait des psychologues, des endocrinologues. Donc, du coup, on est allé se renseigner sur les nouvelles techniques opératoires qui Ah oui, sont proposées à l'île de la Réunion, les médicaments qui vont maintenant de plus en plus proposer contre l'obésité, et puis bien entendu, voir si nous, on était aussi quelque part dans les bons commentaires, hein, qu'on soit bien dans le cadre de ce que nous donne l'hôpital aussi. qu'est-ce que Voilà. vous voulez dire Donc, par dans les bons commentaires? Je ne connais pas cette expression. c'est important qu'on actualise nos connaissances On Ah informe oui, bien d'accord. les patients parce que, des informations fiables, en fait. voilà, Ouais, ok. voilà. Eh oui, parce que, par exemple, il y avait des techniques opératoires ou des examens obligatoires à faire. Et l'autre jour, le docteur Matisse, qui est un chirurgien du SOR qui a opéré Valmore, nous a dit, mais non, on ne fait plus cet examen-là maintenant. Voilà, c'est quand même important qu'on sache comment évoluent les techniques opératoires Effectivement, oui. pour que lorsque les patients viennent dans nos réunions d'information, on ait le même langage que l'hôpital. Vous Voilà. vous mettez à Alors, au niveau jour. des chiffres, pardon? Vous vous mettez On à est à jour. jour, voilà. On actualise nos connaissances, tout Ok. à fait. Alors, au niveau des chiffres, comme je vous disais, comme l'obésité est une maladie chronique, depuis 20 ans, malheureusement, les chiffres n'arrêtent pas d'augmenter. Et actuellement, on constate qu'il y a un adulte sur deux qui est en surpoids ou en obésité. C'est énorme, hein, quand on réfléchit bien. Et à La Réunion particulièrement, puisque bien entendu, il y a des statistiques qui sont faites pour notre île, à La Réunion, on est à 15% de la population. Et ça, ce sont des informations qu'on a eues hier. D'accord. Donc, elles sont toutes neuves. Bah, si vous avez les liens à me partager, avec grand plaisir, je les mettrai en description de la vidéo pour les personnes qui regardent, comment dire, qui regarderont cette vidéo. Comme ça, voilà, ils pourront aller voir aussi de leur côté, aller se documenter aussi. 15%, ouais, c'est énorme C'est énorme. C'est sur énorme. population. À La Réunion, on a découvert, mais ça viendra peut-être dans les questions que vous allez poser tout à l'heure, mais on a des raisons par rapport à cette obésité réunionnaise qui est liée à une obésité génétique. Mais on en parlera peut-être un peu Oui, plus bah, tard. avec plaisir. Et quelle est votre approche au sein de l'association qui permettrait de dire, mais je pense que vous avez déjà répondu, qui permettrait voilà, de mettre en avant justement ce qui différencie votre association d'une autre, et par exemple de celle qu'on a citée tout à l'heure. Et, Votre approche nous, à on a vous, à deux petite fois touche des personnelle. horizons. C'est une Vous travaillez association qui ensemble? est dans la bienveillance. Hmm. Donc, c'est très agréable de travailler avec eux. Et, mais eux, ils ont une convention qui est unique pour la clinique C'est ce que vous Sainte-Clotilde. disiez tout à l'heure. C'est une Ouais. différence fondamentale. Par contre, on a été invité par l'association Le Poids des mots. Le Poids des mots, ce sont des gens qui travaillent beaucoup dans le domaine de la prévention.
Il propose des ateliers culinaires pour savoir comment manger. Il propose aussi beaucoup d'activités donc physiques adaptées au poids des personnes qu'ils rencontrent. Donc, eux, ils sont plus dans le domaine de la prévention. Et d'ailleurs, ils nous ont invités à participer au mois de septembre à leur journée sport et santé pour qu'on puisse avoir le même travail de prévention et pas simplement de suivi de chirurgie bariatrique. Hmm. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est Nous, important on a les la, deux. la On a la prévention. prévention et le suivi post-bariatrique. Pouvez-vous donc rappeler ce qu'est l'obésité? Qu'est-ce que c'est? Comment on pourrait la définir finalement? Et qui elle touche concrètement? Donc là, on vient d'expliquer en pourcentage, mais du coup, peut-être dire quel type de personnes sont peut-être plus susceptibles ou pas. Voilà, si vous avez des informations à nous communiquer là-dessus. Je peux dire ça. Ah, C'est toi ça. ah bon. Alors, justement, dans le congrès d'hier, ils ont rappelé que l'ancienne définition de l'obésité, c'était dans le temps longtemps, quoi. On disait que l'obésité, c'était un excès de graisse qui nuit à la santé. Bon, depuis 20 ans, il y a eu des évolutions. Donc, on considère maintenant l'obésité qui est comme une maladie complexe et chronique du comportement alimentaire. Donc, c'est vraiment plus défini comme une maladie. Ça va moins stigmatiser les gens parce qu'avant, on disait, tu manges trop, tu fais pas de sport. En gros, on accusait un peu, on mettait la responsabilité des gens en obésité sur eux, que c'était de leur faute. Et maintenant, grâce au fait que c'est reconnu comme une maladie, je pense que les gens sont reconnus dans leur souffrance et voilà, sont plus légitimes dans leur mal-être, même si c'est pas très agréable. Mais ils sont mieux accompagnés et moins stigmatisés au niveau de la société. D'accord. Et ça, c'est un discours que vous avez, c'est une vision que vous avez justement du sujet, ou c'est vraiment vous vous référez par rapport à ce qui est dit dans le corps médical, du coup? Non, là, Vous c'est ma vision. Je partagez. suis en train de Non, non, on Ouais. oui, que partage je complètement. développe là en Ah oui. parlant. Je l'avais pas Ok. préparé. Enfin, je trouvais ça assez On aime bien la cool. spontanéité aussi, moi j'aime bien. Donc Voilà, merci. Ok. donc voilà. D'accord, je vous pose la question parce que moi j'ai discuté du coup autour de la thématique de la grossophobie il y a quelques jours Oui. avec, Ouais. avec justement une jeune femme qui a une association au sein de l'île de la Réunion aussi, qui s'appelle Fatise, l'association. Et elle, en fait, elle m'expliquait que pour elle, mais effectivement, elle disait qu'il y avait des discours qui étaient divergents, des visions divergentes sur le fait que l'obésité n'était pas nécessairement une maladie. Et moi, quand elle m'a dit ça, en réaction naturelle, je lui ai dit, ah bon, j'ai toujours cru que c'était justement une maladie, puisque c'est souvent ce que j'entendais. Et elle me dit, bah non, justement, dans les divers, comment dire, dans les divers cercles, et notamment les cercles peut-être liés à la grossophobie, elle me disait que non, dans le sens où tout le monde n'est pas forcément malade quand il est gros, en fait. Et c'est ce pourquoi elle disait que ça pouvait être peut-être un discours parfois. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo, n'hésitez pas, parce que je pense que ça peut être aussi intéressant d'avoir un regard extérieur, une vision différente, etc. C'est aussi mon objectif dans les partages que je fais. Donc c'est intéressant d'avoir plusieurs visions, je trouve. Voilà. Surtout que hier, elles nous ont précisé aussi qu'ils sont en réflexion de se demander si c'était pas lié à un problème neurologique en fait. Mm. C'est-à-dire qu'il y a des Pour capteurs tous, de pour toutes les l'obésité, personnes ce concernées. serait Ah ouais. lié à des problèmes hormonaux en fait. Certaines hormones qui sont de satiété qui ne sont plus produites comme il faut, et des dysfonctionnements des récepteurs en fait de ces hormones-là et de production de ces hormones-là. Donc ils vont même au-delà vraiment de dire que ce ne serait pas reconnu en tant que maladie. Après, peut-être que la personne qui est en obésité que vous disiez par rapport à la personne de la grossophobie que vous disiez tout à l'heure, peut-être qu'effectivement, il y a des gens qui arrivent à être bien dans ce corps-là, qui assument peut-être leur rondeur, mais au fond d'eux, moi je suis convaincue que je suis passée par là, en obésité, on est quand même diminué pour faire certaines choses, on a des comorbidités. Moi, j'ai une fissure au ménisque, j'étais en apnée du sommeil, je faisais de l'hypertension. Et je peux pas dire que je suis pas malade, quoi, que l'obésité n'est pas une maladie, enfin, en ayant vécu ces choses-là, en fait. Donc, je Oui, pense oui, vous vous que fiez à votre propre parcours, et ce qui est totalement légitime et voilà, ouais. entendable, bien sûr. Ouais, ouais. Après, je peux comprendre que quelqu'un qui n'a pas de comorbidité, mais qui est en surpoids, peut bien vivre les choses comme ça.
C'est peut-être ça que voulait dire la personne Bah, dans son elle ne se écriture. considère pas malade, elle s'est suivie. C'est pour ça que je vous invite vraiment à regarder là, parce qu'elle témoigne en fait, elle Mhm. explique un peu son parcours et tout. Et elle se fait suivre, enfin, elle se fait suivre, là peut-être plus maintenant, mais en tout cas, elle s'est fait suivre médicalement, on va dire, au niveau de sa santé, voilà, pour comprendre un petit peu ce qu'elle traversait, etc. Et comment elle pouvait se positionner. Et elle le dit clairement, en fait, elle n'est pas malade. Et donc voilà, après, c'est vrai que c'est des visions qui sont intéressantes de creuser, donc je trouve ça intéressant que vous partagez, vous, votre expérience. Mais je pense aussi que les expériences, elles sont quand même très diverses finalement, même si Oh il là y a oui, beaucoup de choses qui se bien sûr. rejoignent. Mm. Si on vivait tous la chose de la même manière, ça ferait un petit peu peur, je trouve. On est humain, Oui, je rappelle la, donc la pièce de théâtre qu'on avait Oui, fait, qu'on a écoutée. On est allé participer, écouter une pièce de théâtre qui est créée par une grosse, hein, et qui, elle, refuse de considérer que sa grosseur, donc son obésité, c'est une maladie. Elle dit bien qu'elle ne se fera jamais opérer et elle a même vraiment dénaturé les opérations de chirurgie bariatrique parce qu'elle voulait nous convaincre dans la salle qu'elle n'était pas malade. Sauf qu'elle a fini par dire qu'elle avait quand même de gros problèmes de dos. Alors si ça, les problèmes de dos, c'est pas de la maladie, c'est quoi? le poids, c'est sûr qu'il faut le porter. Après, Voilà. moi, je suis pas certaine, mais ça, c'est mon avis à moi. Je suis pas certaine que tout le monde cherche à convaincre, en fait. Je pense qu'en fait, on a chacun une vision qui est propre à ce qu'on peut ressentir, à vivre, à comment on appréhende la vie, etc. Et parce que quand on dit, je pense, chercher à convaincre, ça voudrait dire qu'elle-même, elle est dans le déni d'une réalité qu'elle ne valide pas, en fait. Oui, mais C'est ce qu'on a c'est pas, constaté. pour Oui, moi, c'est ce je qu'on a pense que constaté. c'est pas parce qu'elle ne valide pas la chose que c'est la réalité, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est sa réalité à elle. Ouais, voilà. mais Et la on a question, tous c'est notre que propre en réalité, en faisant ce fait. Hmm. spectacle, ça peut refroidir les gens d'éventuellement penser à faire une chirurgie bariatrique. Ah oui, J'ai Donc, oui. pas des fois, entendu il y le a aussi début de votre phrase, pardon. qu'est-ce que j'ai dit La façon dont elle dit La dans façon le dont elle spectacle. l'amène dans son spectacle, bah, voilà, et ça délégitime le fait de vouloir faire ça peut décourager des gens à vouloir faire une chirurgie bariatrique, vu la façon dont elle l'amène dans son spectacle et la C'est un façon parti dont elle. pris qu'elle a de ce que vous me Ah dites. oui, Tout à fait, ouais, ouais. voilà. Et Ouais. voilà. Puis ça, elle a une autre vision, ce qui fait que c'est la société qui veut absolument qu'on soit mince, maigre, etc. Vous n'êtes pas d'accord, vous, Nous, avec ce principe-là? bah, moi, c'était vraiment le problème de santé. Et puis ma fille qui me disait, bah, si tu vas peut-être mourir plus, enfin, tu abrèges tes années. Parce qu'il paraît que quand on a obésité, enfin, le fait d'avoir perdu mon poids, j'ai réduit, je crois, non, j'ai augmenté mon espérance de vie de Oui. 5 ans, 10 10 ans, ans, 10 10 ans, ans. 10 ans, je crois. Vous voyez, donc il y a tous ces chiffres-là, voilà, j'ai pas envie de quitter mes enfants trop tôt, il y a eu tout ça aussi. Ça a Voilà, c'est pas forcément un impact sur la voilà, famille et l'entourage. Ouais. l'impact avec l'entourage et ma santé, parce que j'arrivais plus à marcher, je boitais, j'étais essoufflée quand je montais les escaliers pour aller dans ma chambre. Voilà, je me sentais diminuée et pas bien, pas bien. Donc je me sentais malade, moi, en tout cas. Il y a une Enfin, question qui me vient en vous écoutant. Est-ce que vous avez toujours eu, avant donc de perdre le poids avec la chirurgie que vous avez effectuée, est-ce que vous avez toujours fait partie des personnes qui étaient en surpoids et en obésité, ou est-ce que ça a été une évolution dans votre vie, voilà, à un moment donné, en c'était une fait? évolution dans ma vie à un moment D'accord, donné. ok, Liée à, je pense, des traumas d'accord. et des émotions que j'ai mangées, quoi, Ouais, à ok. travers la nourriture. Ça, c'est pareil. Moi, je comprends ce que vous dites et je vous rejoins là-dessus parce que moi aussi, j'emploie ce terme-là, mais je sais qu'il y a des personnes qui n'acceptent pas du tout cette expression, manger ses émotions. Mais non, ça n'existe pas. Moi, j'ai entendu des gens dire ça, hein. Donc, bon, après, chacun a sa Après, c'est vision, a mon son approche. ressenti, Mais bien c'est mon sûr. point de vue. Non, mais Après, ça, j'entends que quelqu'un peut penser différemment, il n'y a pas de souci. Oui, moi aussi. mais vous Comme faites je le ne lien avec dirais les pas qu'il faut émotions. absolument. Oui, bah C'est moi, ça qui est oui, intéressant c'est aussi. ce que j'ai vécu, donc je sais que c'est lié à ça. Hmm. Je suis quelqu'un de très réactif aux émotions, à ce qui se passe dans ma vie, quoi. Je Hmm. fais face comme je peux, mais pour tenir le coup, il a fallu que je mange et que je compense en grignotant, voilà, en me Hmm. remplissant de choses que je pouvais maîtriser. La seule chose que je maîtrisais à ce moment-là dans ma vie, c'était ce que je mettais dans mon assiette, dans mon Hmm. ventre, quoi. Et le reste, je subissais, quoi. Hmm. Et donc, ça me faisait du bien de me dire que je contrôlais. Au moins, un truc que je contrôlais, c'est ce que je mange. Et du coup, ça me satisfaisait de manger. Voilà. Et Et c'est j'en ça ai qui pas a conscience sur créé. le coup.
le travail après, quoi. Et donc pour vous, c'est que l'alimentation qui a créé votre prise de poids ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui auraient pu aussi, parce qu'on parle de maladie tout à l'heure, est-ce que vous pensez qu'il y a aussi d'autres facteurs à côté qui éventuellement, en plus de l'alimentation en termes de quantité, et après je sais pas, aussi peut-être la malbouffe entre guillemets comme on appelle ça des fois, est-ce qu'il y a peut-être pas aussi d'autres facteurs que vous avez pu cibler vous-même qui auraient pu justement créer votre prise de poids? Là, on est en plein, qu'on appelle ça, Ouais, ouais, ouais. improvisation, par rapport à ce Ouais, que vous il venez y de a pas dire, de en fait. souci. Ouais. Ouais, ouais. Le stress aussi de la vie, sans parler vraiment de trauma ou de manger ses émotions, ça peut être. Je sais que le stress enfin, te fait produire de le cortisone, le cortisol, voilà, et que c'est une hormone qui fait grossir, qui fait stocker aussi. Donc, ça te dérègle ton métabolisme. Donc, je pense qu'il y a notre vie stressante qu'on peut avoir dans le travail, les enfants, enfin, la relation avec le conjoint aussi, parfois ça peut être tendu. Enfin, c'est un tout, je pense, la société. Et puis la sédentarité aussi, on bouge moins qu'avant. On est beaucoup dans les transports, dans notre voiture. Peut-être il y a ces facteurs-là on dépense moins d'énergie on dépense moins pour nos calories, on brûle moins nos calories, on a le stress, on a beaucoup plus de stress. Ouais, ça c'est vrai. Hein. Et, Le stress, quand on a des coups durs dans la vie, il y en a soit ils se réfugient dans la drogue, l'alcool, la cigarette, dans plein d'addictions. et parfois c'est la nourriture. Enfin, parfois. Souvent, c'est aussi la nourriture. Souvent, chacun, on fait comme on peut, on gère comme on peut pour s'en sortir. Et il n'y a pas de jugement à avoir et dire c'est pas bien Exactement. ou c'est bien. On fait au mieux. Et puis quand on est prêt, ben, on essaie de faire un changement et on s'oriente dans plein de fois. Ça peut être rééquilibrer l'alimentation avec une diététicienne, refaire du sport et ça te suffira. Régler ses problèmes psy avec un psychologue aussi ou de faire une hypnothérapie. Parce que non, mais ça débloque des choses inconscientes qu'on n'a pas forcément pas pris conscience. Après, on fait un travail sur nous aussi personnel, on prend conscience et ça nous aide à avancer. Et puis après, parfois, ça ne marche pas, ça ne suffit pas. Moi, c'est ce qui m'est arrivé parce que j'ai fait de l'EMDR, j'ai fait Vous avez la testé sophro, plusieurs j'ai fait médecines plein de choses. douces? J'ai fait de l'hypnose aussi, pas avec Muriel, je la connaissais pas encore à l'époque. Mais voilà, j'ai testé plein de choses, des fleurs de bac, enfin vraiment, mais plein de choses avec les aiguilles, l'acupuncture, enfin bref, vraiment plein de techniques. Et ça n'a pas suffi. Et là où je me suis dit, bon, bah, voilà, c'est là où je me suis orientée vers la chirurgie bariatrique. Ça n'a pas été ma première intention, solution, tout de suite. J'ai essayé plein de choses avant quand même. Et je me suis dirigée vers cette technique-là, finalement, quoi. Ouais, moi je sais que du coup je fais un lien avec ce que vous venez de dire. Merci beaucoup du coup pour ces précisions, c'est super intéressant d'avoir vos ressentis, vos retours personnels. Et moi je sais que ce qui m'a poussée personnellement à la chirurgie bariatrique, c'est parce que j'étais arrivée à un stade psychologique où je pensais que n'avais aucune autre solution aussi. Donc je ne sais pas si vous, c'est ce que ça rejoint un peu ce que vous êtes en train de dire ou c'était peut-être pas non plus à ce stade extrême entre guillemets mental, on va dire. Alors quand je dis mental, c'est pas on n'est pas malade mentaux, hein, loin de là. Hein. C'est juste cette faiblesse sur nos parcours, comme vous venez d'expliquer, avec les événements de la vie, etc. Les tests à répétition, tester tel régime ou tester telle technique, etc. Qui parfois fonctionnent chez une et parfois ne fonctionnent pas chez d'autres. Et à un moment donné, en fait, de voir qu'on continue à prendre du poids et ne pas réussir à perdre, etc. On se dit mais en fait, je ne vois pas d'autre solution que la chirurgie. Est-ce que vous partagez ce point de vue-là? Un petit peu, quand même? Oui, parce que j'ai essayé les régimes où tu manges beaucoup de protéines, des régimes tu jeûnes intermittent. Enfin, j'ai essayé plein de choses. Et à un moment donné, j'étais fatiguée, découragée et je ne voyais plus d'autres solutions non plus. Exactement. Donc, effectivement, je me suis orientée, mais vraiment au bout du bout. Vous voyez, avant, j'ai quand même essayé des choses avant, mais ouais. Effectivement, c'est ce que j'ai ressenti dans ce que vous partagiez parce que j'ai un peu ressenti les mêmes choses sur mon propre parcours. Donc vous me confirmez que, ok, super. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, alors qu'est-ce que l'anneau gastrique, sa particularité, par rapport au bypass, sa particularité, à la sleeve, sa particularité. Si vous avez d'autres choses en tête, n'hésitez pas. À vous. Déjà, à La Réunion, il n'y a plus de pose d'anneau gastrique. La question est pourquoi? Parce qu'il a été constaté que l'anneau gastrique n'était pas forcément fiable au-delà de 8 ans et que parfois l'anneau gastrique bougeait.
dans l'estomac. Et du coup, les chirurgiens étaient obligés d'enlever en urgence cet anneau gastrique. Donc, comme pour ma part, quand j'ai rencontré le docteur Boyer de la clinique Sainte-Clotilde la première fois, donc en 2009, il m'a proposé à l'époque l'anneau gastrique, mais moi, je n'ai pas pu accepter de mettre ce corps étranger dans mon corps. Vous utilisez le même terme que j'emploie souvent aussi, ouais, par rapport à l'anneau gastrique. C'est Voilà. vraiment un corps C'était étranger, pas hein. possible. Pour moi, c'était vraiment un corps étranger. Or, le chirurgien était là, enthousiaste pour m'aider à perdre mon poids. Il était convaincu qu'il allait pouvoir m'aider. Et plus il me disait ça, et moins je rentrais dans son langage. Donc, en fait, je me suis mise à pleurer parce que, entre-temps, j'avais été appareillée à cause de mon apnée du sommeil sévère. Et comme la pneumologue m'avait dit, Madame Dû à votre Mallory, poids? c'est une Dû à votre poids, l'apnée? Du à mon sommeil? poids, c'était vraiment Hmm. une comorbidité. Je Ok. n'avais que ça. Pas de tension, pas d'hypertension, pas de diabète, pas de mauvais cholestérol. J'avais moitié mauvais, moitié bon. C'était vraiment l'apnée du sommeil qui était une comorbidité liée à mon surpoids. Ok. Et quand il m'a proposé l'anneau gastrique, je me suis mise à pleurer parce qu'en fait, je me disais, mais c'est pas possible, je ne mettrai pas ce corps étranger dans mon corps, donc je vais mourir, je vais perdre 10 ans à 15 ans de ma vie. J'avais 52 ans à l'époque. Et il n'était pas question que je perde ma vie à 62 ans, hein. Non. Donc en fait, il m'a proposé la sleeve gastrectomie qui se pratique toujours à La Réunion. Et la sleeve gastrectomie, c'est une des opérations la plus simple. On coupe tout le long de l'estomac, on y pose en même temps des agrafes et ils enlèvent 2 tiers de la poche d'estomac. Ça, c'est l'opération la plus simple qui est énormément pratiquée à l'île de La Réunion. Par contre, Valmore, elle a eu un bypass. Donc, le bypass, c'est une technique opératoire plus importante. Elle est souvent proposée à des gens qui ont beaucoup de reflux gastrique parce que justement, la sleeve gastrectomie enclenche des reflux gastriques. Le bypass les interrompt très vite. Donc, du coup, on coupe le bas de l'intestin, on fait une mini sleeve, on ramène l'intestin à la mini sleeve Il y a un espèce et de l'absorption. rebranchement, en fait. Tout à Hmm. Tout à fait. Et du coup, l'absorption de la nourriture passe directement de l'ésophage dans la petite sleeve jusque dans l'intestin. Donc ça s'évacue très rapidement donc dans les intestins. Mais c'est une opération, c'est une double opération. C'est plus complexe. Une sleeve peut durer une demi-heure, 3/4 d'heure. Un bypass peut durer 1 heure et demie à 2 heures. Donc c'est quand même une opération plus lourde. Hmm. Et puis pour répondre au niveau technique chirurgical, à un moment donné, une clinique privée que je ne citerai pas s'est lancé à vouloir proposer des ballons gastriques. Donc, le ballon gastrique, on vous J'en ai fait avaler un entendu petit parler, ballon. mais c'est bien que vous en parlez. Ouais. Voilà. On fait avaler un petit ballon, on le gonfle dans l'estomac et il a une validité de 4 à 6 mois. Mais de toute façon, après, il faut l'enlever. Mais quand on l'enlève, si on n'a pas fait le travail sur soi, sur pourquoi on a une addiction à la nourriture et comment est-ce qu'on va apprendre en l'espace de quelques mois à réalimenter, à se réalimenter correctement, est-ce qu'on a pris conscience qu'il fallait quand même faire une activité physique adaptée? Si on n'a pas fait ce travail-là à titre personnel, le ballon gastrique ne marche pas non plus. Et actuellement, on nous a constaté, pas plus tard qu'hier, que maintenant, le ballon gastrique, à La Réunion, ils n'en veulent plus. Ils n'en Pourquoi? veulent Parce qu'il plus. y a eu beaucoup de ratés, beaucoup de Absolument. problèmes, beaucoup de... Absolument. Ça allait Voilà. jusque quoi en termes de conséquences pour le corps humain? Il y a eu Ça des choses ne, graves ça ou Il faut l'enlever parce que la personne n'arrive plus à s'alimenter normalement. Ah Et ouais. donc, ils sont obligés de réenlever ce ballon gastrique avant même les 4 ou 6 mois. Parce que normalement, il s'élimine tout seul par la Normalement. selle. Ah oui, d'accord. Mais Et donc, Donc, comment, c'est pas facilement. c'est quoi le procédé pour l'enlever, justement, ça, le ballon gastrique? Vous connaissez ou je connais pas, moi? non, il s'élimine ou on est obligé de l'enlever parce qu'il y a un cas d'urgence. Donc, c'est le chirurgien qui fait de nouveau l'opération. Parce on le pose pas par opération, on avale la On capsule avale. Bah qui oui, est après gonflée dans l'estomac. ouais. Et ensuite, donc comme les 3/4 de l'estomac sont occupés par ce ballon, Mm. on On mange moins. mange moins, donc on va maigrir. Sauf que, comme disait Béatrice, si on n'a pas changé nos habitudes alimentaires, si on n'a pas un suivi à côté,
Parce que les cliniques qui proposent ça, c'est payant, c'est à la charge du patient et on le pose et on repart et après, je suis pas sûre qu'il y ait un suivi derrière. Ouais. C'est un peu au bon vouloir de la personne finalement, si elle veut Voilà. rentrer dans un suivi derrière ou pas, mais c'est à elle de Ouais. l'initier en fait. Voilà. C'est pas Peut-être compris. qu'ils le proposent également, je sais pas vraiment. Parce qu'en fait, moi aussi, je suis allée voir un chirurgien pour le mettre, ce truc-là. Après, c'est l'argent qui m'a manqué. C'était Donc, avant votre choix du oui, bypass? avant la chirurgie. Ok. Oui, oui, mince, j'avais oublié que j'avais été. J'avais voulu essayer ça. Vous avez une liste Mais non, importante. Je rigole. j'ai essayé de tenter plein de choses. Mais après, c'est le coût qui m'a refroidi. Je voulais pas mettre autant d'argent. Je me rappelle plus trop. C'était pas dans les 3 ou 4 000 euros. Je sais plus. Le ballon gastrique? Ouais, 2 3 000 euros. Ouais, c'est le prix qui m'a. Je dis, oula, non, je veux pas. Ok. Voilà, mais et puis justement, juste pour juste quelques mois et qu'après, bah, tu peux reprendre, dépenser autant d'argent pour reprendre, voilà quoi. Alors, les autres techniques opératoires qui sont à l'étude en ce moment, sous la Haute Autorité de Santé, l'HAS, c'est donc la bipartition du transit ou une opération qui s'appelle le SADI. Alors, c'est complexe, hein, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais ce sont des opérations très complexes qui donnent des résultats, mais à La Réunion, c'est interdit de le faire. On n'a pas de chirurgiens qui ont été acceptés par l'HAS pour pratiquer ce système d'opération. D'accord. Donc, ça se fait un petit peu en métropole parce que ben, ce sont de nouvelles techniques, ils essayent et on prendra un petit peu de recul pour avoir des statistiques, voir si c'est oui ou non intéressant. Et à ce moment-là, ben, peut-être que l'HAS donnera à certains chirurgiens l'autorisation de faire ces opérations. Voilà. Ok. Et puis, vous parliez des différentes techniques. Ben, maintenant, pour éviter la gastroplastie, vous en avez certainement entendu parler, hein, on a ces fameuses techniques médicamenteuses. Eh Oui, ben, la petite injection là, hein, qui part en l'Ozempic, par la sécurité sociale. Oui. c'est bien que vous en En parliez quelques parce que j'ai prévu mois. aussi de vous en parler. Ben voilà, Ouais. donc ça, Et nous on ça, en a parlé hier beaucoup justement au niveau du congrès. d'accord, ok. Bah, du coup, peut-être un petit peu après, vous nous partagerez votre Oui, point de vue dessus, justement, et ce que vous en pensez réellement. Concernant l'évolution de l'obésité, tout à l'heure, vous l'avez mentionné, vous l'avez cité, que c'est en constante évolution, en fait, et notamment à La Réunion. Vous, votre point de vue sur les raisons, enfin les causes, et puis peut-être un regard comparatif, entre guillemets, sur vos ressentis, votre intuition et tout ça, par rapport à l'évolution de l'obésité en lien avec donc la Réunion en comparaison avec la France et puis de manière générale peut-être aux États-Unis, en Inde, j'ai l'impression que c'est là-bas aussi que c'est très exponentiel. Est-ce que vous avez un point de vue particulier là-dessus? Quelles sont les causes pour comme vous tout, réelles? non, comme tout le monde, hein. Tout à l'heure, Valmore parlait de la sédentarité. Ça, c'est connu maintenant. La malnutrition, Oui, la malbouffe. Par exemple, quand on voit, voilà, quand on voit les Burger King, les publicités Burger King, McDo, comme je disais encore aujourd'hui aux Réunionnais, c'est pas la culture réunionnaise, la cuisine réunionnaise qui est en cause. Nous, on parle de la Réunion. C'est je mange un curry le midi, mais le soir, je vais à McDo. C'est cette surcharge de nourriture, d'aliments et non pas de nutriments qui fait qu'on a une prise de poids. Après, il y a les environnements familiaux, comme on disait, difficiles. Hein. Il y a cette histoire de, voilà, il y a la génération pizza, il y a la génération McDo qu'il n'y avait pas il y a 20 ans, Hmm. à La Réunion en tout cas. Devant D'accord. la Et télé, puis à La devant les jeux Réunion, vidéo, c'est vrai que ça, c'est un eh réflexe. oui, On va pas dire que voilà. tout le monde Et agit puis, comme ça, mais ça existe. ça existe, voilà. Donc, ce sont des conditions qui font qu'on voit bien que malheureusement, même les enfants, toi tu travailles dans les écoles, hein, Valmore travaille dans les écoles, elle constate qu'au niveau des enfants, il y a de plus en plus d'enfants qui sont En Obèse, surpoids, en en surpoids, surpoids. absolument, parfois en obésité très en primaire, quoi, même très tôt, quoi. Et puis en facteur, il y a aussi le facteur génétique à à La La Réunion. Réunion. Ouais. Et ce qu'on disait, le facteur environnemental et sociétal, dans le sens où l'industrie de grosse consommation, les produits transformés, et puis tous les fast-food, etc. Et puis ce qu'il disait aussi, en tant que parent, c'est pas pour culpabiliser les parents, mais parfois c'est plutôt le circuit ils disaient ça, de récompense en fait. C'est vrai que maintenant pour féliciter un enfant, on peut lui dire tiens, tu peux manger un petit gâteau, fais-toi plaisir. Vous voyez, c'est dans notre éducation en tant que parents
faut qu'on prenne conscience que, ouais, en tant que parent, peut-être qu'on fait différemment les choses. Enfin, on propose des choses à manger à nos enfants comme une récompense, comme un plaisir, parce que la vie est dure, nous on est anxieux, on est stressés, nous les parents, donc on a envie de se faire plaisir et on transfère sans le faire exprès à nos enfants, bah, on va leur faire plaisir en leur proposant des trucs sympas à manger, sauf que finalement, bah, c'est trop de sucre, trop de choses mauvaises qui, pour la santé, qui font grossir aussi. Je C'est la comprends. société, l'évolution dans laquelle sont nos enfants et nous, en tant que parents, comment on réagit face à ça, quoi. Hmm. Ça me Et rappelle une limite, comment on expérience va que se j'ai mettre à eue. dos aux enfants. Ouais, bah, ça me rappelle ce que vous dites, ça me rappelle une expérience que j'ai eue avec enfin une famille et un enfant. Donc il y a pas mal d'années maintenant, où en fait, quand l'enfant crisait, moi ça m'avait pas mal choquée parce que j'avais jamais vu ça de ma vie et je me suis dit, waouh, je pense que la maman n'a pas conscience réellement de ce qu'elle fait. C'est pas pour porter un jugement ce que je dis, mais c'est une expérience que moi-même j'ai vécue et ça m'avait choquée en fait de voir que la réponse de la maman, en fait, c'était quand l'enfant pleurait, commençait à crier, voilà, à devenir difficile et il voulait se faire entendre, la réponse qu'elle lui donnait systématiquement, c'était un biberon avec du Fanta dedans. Oh là là, Et moi, et en fait, c'était sa manière qu'elle avait trouvée de calmer son enfant par ce biais-là. Il avait 6 ans. Et j'ai vu ça qu'une fois dans ma vie, mais c'est vrai que ça m'avait pas mal choquée en fait. Après, comme vous l'avez dit, chaque parent fait comme il peut, etc. Mais c'est vrai que voilà, ça fait peut-être partie aussi parfois des méthodes qui sont où voilà, le parent n'a peut-être pas conscience en fait de l'impact enfin, je sais pas s'il n'a pas conscience vraiment. Il y a le côté peut-être aussi être dépassé en fait. Et du coup, le choix, ça va être un peu parfois la facilité de trouver des solutions qui sont pas forcément les plus adaptées pour l'enfant, quoi. Oui, Malheureusement. et puis il y a un phénomène sociétal aussi, parce que depuis un certain nombre d'années maintenant, les snack bars au niveau des collèges ou des écoles sont interdits. Ah oui? Donc, moi, je suis de métropole. Quand je suis arrivée avec mes enfants, je gardais les habitudes de métropole. Et quand mes enfants ont été en âge d'aller seuls à l'école, on leur offrait le matin à 8 heures avant d'aller en cours la possibilité de manger un sandwich bouchon gratiné. OK? Et ça, c'était tentant. C'était les paquets de chips, les Fanta, les Coca devant la porte du collège. Ah oui. C'est un phénomène sociétal. Et là, du coup, maintenant, ça y est, ça, c'est interdit. Donc, merci. Merci. Au moins, les enfants d'aujourd'hui n'ont plus tendance à vouloir acheter un bouchon gratiné ou Ouais. voilà. Moi, j'ai vécu 6 ans à Mayotte et je suis dans l'enseignement et je voyais dans les écoles aussi, on parlait aussi avec la population locale que dans le temps, ils ramassaient comme à La Réunion des fruits sur le bord du chemin et en fait, ils allaient avant l'école à la boutique à Mayotte pour acheter des chips toutes faites, des boissons sucrées. Et il y a aussi de l'obésité et beaucoup de diabète là-bas aussi. Le diabète À aussi, ouais, Mayotte. qui est important. Et du coup, c'est vraiment ouais, l'impact de la société sur Ouais. ce qu'on propose aux enfants et aux familles maintenant Hmm. qui fait ça. Et il y a au niveau de la sédentarité, maintenant nos gamins ils passent beaucoup de temps sur des écrans, la Ouais, ça c'est console, sûr. les jeux sur l'ordi, ils bougent moins et puis ils mangent des cochonneries pendant qu'ils jouent, quoi. Ouais, la facilité de la malbouffe qu'on peut retrouver dans les grandes distributions et puis l'incitation par la publicité, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. Ça, Oui. c'est quand même un Ah oui. gros problème qu'on retrouve partout, quoi. Ouais, tout à fait. Donc en fait, moi, la sensation que ça me donne, c'est vraiment la prise d'otage en fait des enfants. Parce Tout à que fait. eux, ils ont pas le choix. Enfin, je veux dire, ils prennent, enfin, comment on peut dire ça? Quelle solution ils ont autre que de choisir ce qu'on leur montre. Et vous l'avez dit tout à l'heure, l'exemple du ce qui est devant leurs yeux. Enfin, je veux dire, à un moment donné, Mm. c'est pas eux les responsables, quoi, en fait. Voilà, Non, c'est non, ça que mais je veux ça, dire. non. En termes de responsabilité, c'est pas les enfants, en fait. C'est Non. Alors que les parents, puis même en tant que parent, quand ton bah, les enfant parents, mais aussi les publicitaires. oui, Enfin, à un moment Ah donné, oui, il oui, faut bah, aussi avoir bah, conscience les que... C'est industries, le lobbying. ouais, le lobbying. Ouais. Et Voilà. l'État aussi qui se fait des sous sur certains produits et qui cautionne ça aussi. Et entre contreparties, ils nous donnent des médocs. Enfin, c'est tout un système, quoi. oui, Ouais, Non, effectivement. c'est pas rentrer dans le débat, mais non, non. Alors, on, Et après, ben, il faut aller se faire soigner. voilà, Donc, on utilise des médicaments, on nous ouais, oblige. ouais, on nous influence On à nous mal influence manger à, quelque part. oui, pour après nous soigner avec, voilà.
Là, ce qu'ils vont sortir, c'est médicaments. En termes de déclic déclencheur, vous en avez un petit peu parlé, vous, Valmore, tout à l'heure. Est-ce que, Béatrice, déclic déclencheur par rapport à votre choix de vous faire opérer? Vous, Béatrice, ça a Alors, été en quoi, fait, personnellement? oui, en fait, ma première prise de conscience, ça a été lorsque j'ai été obligée de partir en urgence liée à mon apnée du sommeil, mais je n'étais pas forcément prête à passer le cap. Donc, j'ai accepté de mettre l'appareil en me disant, bah, avec l'appareil, il y a un petit peu de sport, ça va aller. Je m'étais même acheté un beau vélo. Mais quand tu as des grosses fesses sur une petite selle de rien du tout, et puis que tu fais du vélo, vous avez vu certainement ça, tu fais du vélo et tu as les cuisses qui touchent, tu fais 2 fois du vélo et après tu poses le vélo. Voilà, c'est ce que j'ai fait, bien entendu. Voilà. Deuxième chose, mes enfants se sont mariés. Ma petite belle-fille, elle est magnifique, elle fait 45 kilos. Elle était magnifique dans sa robe de mariée et la grosse dondon à côté, c'était moi. C'est comme ça Ça que m'a vous vous voyez à l'époque? ah, à l'époque, bah oui, Oh, 105 waouh. kilos, c'était une grosse dondon, hein. Vous n'avez pas vu mes photos, mais oui, hein. On peut vous montrer, on peut vous envoyer nos photos d'avant et les photos de maintenant. C'est quelque chose de spectaculaire, hein. Oui, si vous Donc, voulez, on me n'hésitez pas à reconnaît. les envoyer et puis Ah ben, on vous je les ferai enverra. Voilà. Ok, Donc, merci. j'étais pour moi une grosse dondon, ça m'a fichu un choc. Et puis, le déclic qui m'a fait donner envie de me renseigner plus sur cette chirurgie, c'est parce que j'ai une de mes amies que j'ai rencontrée en allant faire mes courses à Saint-Denis, que j'avais connue faisant 140 kilos. Et quand elle m'a dit, coucou Béatrice, comment vas-tu? Coucou Béatrice, comment vas-tu? C'est quelqu'un que tu connais. Donc, je me retourne, je la regarde, je la trouve absolument magnifique. Je le lui dis et en même temps, je me suis inquiétée pour elle parce qu'avoir tant maigri égale cancer. Souvent, c'est ça. Ah oui? On pense, ah oui, Grosse perte l'amaigrissement de poids. rapide, grosse perte de poids, ça peut être lié Oui. Bah, à un cancer qui se Ah, développe. ça, ah, ok, malheureusement, d'accord. Hein. J'avais pas Et donc, compris. Je croyais voilà. que vous parliez de Et du la coup, conséquence. Non, voilà. la Et du coup, cause. ça a été mon déclic parce qu'elle m'a parlé à l'époque de l'anneau gastrique, puisque on posait encore des anneaux gastriques. Et c'est ce qui m'a vraiment donné envie d'aller me renseigner. Parce que j'avais ma peur de l'apnée du sommeil et ma peur de mourir trop tôt. Ma photo, où vraiment j'étais très très mal, je ne me regardais plus, je ne me prenais plus en photo tellement j'étais mal. Et là, quand j'ai vu à quel point elle était heureuse, je me suis dit, mais moi aussi, je veux retrouver ma joie de vivre. Et donc, j'ai pris rendez-vous avec le docteur Boyer à ce moment-là. Ça a été mon déclic. Et ça a été D'accord. vraiment parce qu'elle m'a donné l'image que ça marchait, que ça pouvait marcher. Hmm. Vous êtes projeté, en fait, vous avez projeté votre propre image finalement Tout à fait. dans la réussite de cette personne et vous vous êtes dit, donc par effet un peu Pourquoi miroir pas moi? finalement, pourquoi pas Pourquoi vous? pas moi? Hmm. Voilà. Moi d'ailleurs aussi, quelque part, parce que je voyais des vidéos sur Facebook ou Instagram de gens qui ont fait la chirurgie, où je me suis dit, bah oui, ça a l'air de marcher. C'est ça aussi qui m'a donné envie de contacter le docteur Leroux au Shore à l'époque pour faire la chirurgie, en fait. Parce que je connaissais pas ça, cette Ah non. technique-là, c'est en voyant des choses sur les réseaux sociaux, en fait, hein, Quand vous avez que commencé à j'ai... vous renseigner, que vous avez Ouais, découvert en c'est ça. fait les pratiques et tout. Voilà. Hmm. Ouais, Et ouais. Et puis c'est vrai que mon image aussi n'était pas très bonne, hein. Vous voyez, souvent je disais, ah, tu connais le bonhomme Michelin? Bah moi je suis bonhomme Micheline. Parce que j'ai plein de bourrelets sur le ventre. Vous voyez, j'étais un peu dans l'autodérision, mais j'étais hyper en mal-être. Je me regardais plus quand je me brossais les dents, je baissais la tête, je voulais plus aller à la plage, me mettre en maillot. Je voyais vraiment les amis proches qui m'avaient connue mince, voilà, mais j'avais du mal à aller ce vers qui les se autres rejoint en fait, personnes et ce tout. qui se rejoint dans vos témoignages, c'est aussi un gros problème d'acceptation de notre corps qu'on n'accepte pas en fait finalement Bien avec sûr, la graisse, bien sûr. l'image que ça nous rejette. Et il y a tout oui, tout un, comment on peut dire, un procédé, un process, je ne sais pas quel est le terme, qui nous amène carrément à détester finalement notre corps, à ne pas l'accepter, voilà, c'est pas nous, finalement à être un peu en dissociation entre le Oui, corps qu'on habite et puis l'envie réellement qu'on a envie, enfin, l'envie de ressemblance à laquelle on a envie d'avoir en fait finalement. Je ne sais pas si ma phrase était bah, très française, j'ai mais fait de la gymnastique de compétition à une certaine époque. Je faisais 1,58 m pour 48 kilos. J'étais canon. Et j'ai fini par les aléas de la vie à faire 105 kilos pour toujours 1,58 m. Et j'avais un IMC à 42.
Et là, je ne pouvais même plus me regarder dans une glace. C'était pas possible. Ouais. Mon image, c'était pas moi. Voilà, Et c'est ça. on leur demande tout le temps, quand on est dans les réunions d'information, on prend le temps de s'intéresser à notre public et à leur demander, est-ce que parmi vous, il y avait des enfants rondes qui ont toujours été rondes, ou est-ce qu'il y a parmi vous des enfants qui étaient menus, parce qu'on ne va pas utiliser le terme de mince, hein, menus, et qui ont pris du poids avec les années. Et c'était mon cas. Donc, je suis capable de dire à quelqu'un, oui, j'étais menue, je suis devenue grosse et obèse, et maintenant, vous voyez, je suis fière de ma réussite. Et c'est plus difficile pour les enfants qui ont toujours été ronds d'accepter leur nouveau corps. Parce que même si elles étaient rondes petites, quand elles grandissent, quand elles font leur perte de poids, systématiquement, elles vont perdre 40, 50, 60 Hmm. kilos. Et ce nouveau corps peut aussi leur poser des problèmes. On a un travail aussi d'acceptation du nouveau corps qui est très important dans nos réunions d'information. D'où faire le lien avec ce que vous disiez, les approches par l'hypnose, les approches aussi par les suivis psychothérapie, etc. C'est vraiment pas C'est ça. en trop, en fait, hein. C'est Tout super à fait. important dans ces C'est parcours-là. libre. Hmm. Ouais, ouais. Ok, super, merci beaucoup. Quand vous parlez de réussite, c'était pas prévu dans la trame, mais moi j'ai envie de rebondir dessus. Parce que là, en fait, on peut aussi avoir différentes manières de voir les choses. Et d'ailleurs, vous-même, dans votre propre témoignage, j'ai pu remarquer, et vous me direz si je me trompe, que vous avez évoqué un peu une contre-idée finalement, parce que vous avez dit le fait de perdre du poids vous-même, vous l'avez associé à une réussite personnelle, et ça vous, Ah oui, c'est totalement légitime, et voilà la ouais. vision que vous avez envie de partager. Mais quelques temps avant, vous avez parlé de la personne qui vous a inspiré justement à oser passer à la chirurgie, mais en fait, vous avez dit, vous avez fait le lien entre cancer et perte de poids. Et là, on peut pas le voir comme une réussite. Vous êtes d'accord avec moi? Non, C'est mais c'est plutôt, parce que, honnêtement, quand on voit des gens autour de nous qui perdent 15 kilos, 20 kilos et qui n'ont pas forcément été obèses ou qui n'ont pas de problème de chirurgie bariatrique, elles ne sont pas dans un parcours, honnêtement, l'être humain a peur pour l'autre. oui, c'est Et naturel. souvent, Hmm. on a peur et on pose la question à l'autre, Demain. tu vas bien? Ouais. Tu vas bien? On va pas oser utiliser le mot magique, hein, mais tu vas bien? Et c'est la question que je lui ai posée. À ce moment-là, j'ai eu peur pour elle. Je n'ai pas pensé à la réussite. C'est quand elle m'a fait expliquer qu'elle avait posé un anneau gastrique et que du coup, elle allait se le faire enlever parce que maintenant, elle avait bien fait le travail de réflexion, la réalimentation, etc. Là, du coup, elle avait pris rendez-vous avec le docteur Boyer pour lui enlever son anneau gastrique. Mais c'était là, il y avait la notion de réussite. Mais la première fois, c'est vrai que ça a été, ouh là là, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai eu peur pour elle. Voilà, c'est aussi un Et moi, cas qui est intéressant aussi peut-être d'aborder, c'est de parfois la perte de poids, elle peut être associée à quelque chose qui est plus compliqué qu'une réussite. tout à fait. Voilà, Voilà. c'était juste que Moi, je c'est voulais une amie, souligner. Ça dépend quelqu'un vraiment des m'a parlé personnes en qui m'a fait. téléphoné. Elle était en surpoids, certes, elle avait quelques kilos de plus. Elle m'appelle un jour en discutant et elle me dit, Béa, tu sais, j'ai perdu 15 kilos. Tout de suite. 15 kilos, aïe, 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 cancer. Et effectivement, 3 ans plus tard, elle est morte d'un cancer. Oh Et waouh. elle a... Ouais, ben oui. Donc ça, c'est quand même des réalités. Quand on travaille dans le milieu médical, on sait que un des symptômes premiers d'un cancer qui s'installe dans le corps, C'est la perte de c'est la poids? perte de poids, bien D'accord. sûr. Ah oui, Ma voisine m'a posé la question aussi. Elle m'a dit, ben ah, oui. t'as beaucoup maigri, ça va, t'es pas malade. Je dis non, non. C'est un réflexe assez commun, quoi. Que... Oui, Oui, bah, Hmm. les gens oui. enfin, les gens avec lesquels tu ne confies pas personnellement sur ta vie personnelle, oui, ils s'inquiètent, ils se posent des questions en tout cas. Mm. Comme quoi C'est l'image, légitime. en fait, elle est vraiment, l'image de nos propres corps, elle est vraiment personnelle de nous, comment on se perçoit, et Ah oui, justement, et de comment les autres peuvent nous percevoir aussi. c'est ça. Parce qu'ils C'est ont ça. l'habitude de nous voir d'une... Le Ouais. regard de l'autre est très important aussi sur nous, hein, Et nous Ouais. sur nous-mêmes aussi. et Moi, notre regard à nous sur nous-mêmes. j'avais envie de me retrouver en fait, parce qu'avant j'étais comme je suis maintenant en fait. C'est Ben les oui, années de la vie qui nous ont fait prendre. Hmm. Enfin, toi, c'est dans le même cas que moi en oui, fait. on a le même parcours, Et oui. c'est cette envie de se retrouver, surtout, de se retrouver en harmonie avec soi-même, de se retrouver connecté avec son corps et son esprit en fait. C'est un peu une Parce que là, expérience où, en fait, c'est un peu une expérience en fait. Vous me direz si vous avez ressenti ça comme ça ou comme si vous étiez dans un corps qui ne vous appartient pas finalement, Pas tout à fait. ouais, C'était pas en moi, termes hein. de ressenti. Oui.
Et là, j'avais l'impression de subir ma vie que je ne Ouais, vivais pas, en fait. ouais. Hmm, Je ne vivais pas je comprends. pleinement, en pleine conscience, en pleine joie. Et J'étais malheureuse. on a chacun aussi comment dire, des notions de réussite qui nous sont, comme vous dites, très subjectives. Voilà. Par exemple, Hmm. je vous ai parlé de mon vélo. Je l'avais donc posé. Mais mon petit-fils, qui avait 5 ans à l'époque, que je gardais régulièrement, lui, il était content de me faire du vélo avec mamie. Hmm. Mais mamie, quand elle est partie à l'hôpital, je lui ai dit, tu sais, Samir, mamie va aller à l'hôpital, et puis quand tu rentreras de l'hôpital, tu verras, je perdrai mes grosses fesses et mes grosses cuisses. Comment rassurer un petit enfant quand on lui dit qu'on va voir le docteur? C'est compliqué. Donc j'avais trouvé cette solution-là pour rassurer mon petit. Mais quand j'ai perdu mon poids, petit à petit, alors moi pour en revenir, j'ai perdu 20 kilos en 2 mois. Et une fois mes 20 kilos perdus, terminé l'apnée du sommeil. Donc j'ai rendu l'appareil. Et du coup, j'ai continué à maigrir tranquillement pendant 1 an et demi. Mais quand j'ai repris mon vélo avec mon petit La dessus, sensation était différente. ah là là. Ouais. Là, oui, là, c'était une réussite pour moi. Je faisais. Et chacun, on a cette notion de Vous réussite qui est trouviez, très vous personnelle. trouviez du plaisir là où vous n'en trouviez pas avant, en fait. Absolument. Hmm. Oui, Voilà. mais avant, j'aimais bien faire des randonnées, marcher. Je pouvais plus parce que j'avais une fissure au ménisque. Et après, j'ai pu refaire, raccompagner les copains pour faire des petites sorties marche et tout ça. Donc, ouais. Hmm. Parce que ça m'isolait aussi des autres pour certaines activités, hein, je parle. Que vous Ouais, n'osiez plus faire ou parce que vous voyez pas les, enfin vous voyez ouais, pas bah, parce que j'avais forcément mal, j'aurais pas et pu la faire une douleur rando de aussi. 3 ans, quoi. Bah Hmm. oui, c'était Je comprends. Du coup, ça me permet de faire un lien avec la question suivante qui est votre regard, vous, sur les personnes obèses qui ne choisissent pas la chirurgie. Qu'est-ce que vous avez envie de partager à ce sujet? Alors, allez-y, Muriel, du coup, si c'est vous. C'est vrai qu'on vous a un peu moins entendu là, ces dernières questions, donc avec grand Voilà. plaisir. Ben moi, justement, je vais pouvoir les aider, ces personnes qui ne choisissent pas la chirurgie aussi, hein. Enfin, je peux aider celles qui la choisissent, mais celles qui ne la choisissent pas, avec le travail sur soi. De toute manière, ça passe toujours par l'estime de soi. Donc, moi, ce que je dis, c'est que pour pouvoir en fait s'aimer et devenir ce qu'on veut devenir, il faut déjà s'accepter dans ce qu'on est à ce moment-là. Voyez. Et c'est par après cette acceptation qu'on va mettre en place des actions, hein, le travail sur soi, justement, pour après devenir ce que l'on veut devenir, être, ce que l'on veut devenir, ce que l'on veut être. Hmm. Voyez. Donc, bon, bah, après, le travail de l'hypnose va vous aider à guérir, ou du moins à aller visiter vos blessures, vos traumas, et puis accepter d'avoir eu justement ces traumas. Mais bon, là, c'est quand même un travail sur soi qui va prendre du temps et qu'on ne résout pas en quelques séances, parce que c'est vraiment un travail De de longue haleine. psychothérapie. Ouais, voilà. Du coup, votre travail en tant qu'hypnothérapeute, il vient en complément potentiellement de parcours de psychothérapie, par exemple? Ça se complète bien, en Ah fait, du oui, coup. alors moi, ce que je pense vraiment, c'est que l'hypnose est un outil vraiment puissant et vous pouvez faire des fois 2 ans de psychothérapie et il ne se passe rien. Et vous faites 5, 6 séances d'hypnose et là, vous allez vraiment voir des changements dans votre vie. C'est parce que c'est vraiment puissant et que quand vous faites une séance d'hypnose, vous allez vraiment vous connecter à votre inconscient. Et alors que dans une séance de psychothérapie, vous parlez, mais vous ne mettez pas forcément rapidement le doigt sur un trauma qui a été refoulé par l'inconscient, par exemple. Voyez. Alors qu'en séance vraiment pure d'hypnose, vous pouvez en une séance, Ça peut aller plus vous avez, vite en oui, termes enfin, en termes de shift oui, dans la vie. ah oui, oui, il y a quelque chose se passe et puis voilà, c'est la thérapie d'hypnose est puissante. C'est vraiment. Après, il y a des personnes sur qui ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous, bah, c'est super, je vais pouvoir vous poser la question parce que moi, je me considère comme une patiente, puisque j'ai ce que j'avais vécu à l'époque. Mais de ma propre expérience, donc c'était pas par rapport au poids, par rapport à la cigarette, mais de ma propre expérience, enfin, j'ai compris que, en fait, j'avais fait tout un travail psychologique en amont
avant de faire cette séance de psychothérapie, j'ai été bluffée parce que moi, ça marchait en une séance, alors que ça faisait 20 ans que je fumais, quoi. Et Ben je me oui, suis dit, waouh, c'est ça. mais je pense qu'il y a d'autres personnes chez qui ça fonctionne pas de la Oui. même manière. Ben oui, Et je pense ben aussi oui, que le travail psychologique, parce que moi, en oui. fait, je savais, j'avais conscience que ça allait changer totalement ma vie, mes habitudes, plein de choses. Aussi, sûrement la Ouais. prise de poids, etc., qui a été aussi assez conséquente. Enfin, il y a toutes des choses qu'il fallait. J'avais besoin de me préparer mentalement. Et certaines personnes sûrement n'étaient pas Ils sont pas hypnotisables. sensibles à Ouais, la je crois que Sensibles. hypnose. Ils sont pas Voilà. sensibles à Non, non, l'hypnose. non. En faut y fait, si vous croire voulez, quelque l'hypnose, part, déjà, de ben, base. il faut y croire, mais moi, ce que je dis, c'est que l'hypnose est un état naturel. Donc, tout le monde, dans sa journée, va partir dans cet état modifié de conscience, comme on appelle ça. Et il y a des personnes qui vont vous dire, ah mais non, moi pas du tout. Mais si, quand vous lisez un bouquin et que vous êtes complètement absorbé par l'histoire et que vous vous projetez, que vous voyez les couleurs, le décor et tout ça, vous êtes parti dans une Hmm. visualisation et donc un état modifié de conscience. C'est Quand agréable vous en êtes plus ces moments, je trouve. bah, Hein. c'est agréable. Quand vous Hmm. êtes au volant de votre voiture et puis que vous avez plein de choses à penser, puis d'un seul coup, vous êtes arrivé à la maison, vous vous dites, ah ben dis donc, je suis déjà arrivé, mais comment j'ai fait? Bah là, c'est votre partie inconsciente qui a pris le relais et qui vous a amené chez vous parce que elle connaît parfaitement le chemin que vous prenez habituellement. Donc, c'est des états d'hypnose, mais on ne le dit pas. Voilà. Hmm. Et on Donc, n'en a pas tout le monde, forcément conscience parce que c'est on pas n'est pas forcément, éduqué mais à on ça, ne dit entre pas, guillemets. voilà, on n'est pas éduqué à ça. Mais tout le monde est hypnotisable. Après, il y a des gens, bien sûr, qui vont vous dire, ah non, mais moi, de toute manière, je viens te voir, mais je sais que ça ne marche pas. Bon, bah là, moi, j'ai envie de leur dire, ne viens pas me voir. Voilà, c'est ça. Quand je dis il faut y C'est croire, quand c'est-à-dire même, que si on vient avec la si conviction que vous ça ne m'avez marchera dit, pas du voilà, tout, si tu vas chez il y a peu de chances que l'hypnothérapeute ça pour dire, fonctionne. j'arrête de fumer, mais j'ai pas du tout envie d'arrêter de fumer. Mais par contre, si elle peut me faire aider à arrêter, ok, c'est bien. Mais non, ça ne marchera pas. Il Parce faut un qu'il faut faire minimum la démarche d'implication en personnelle. minimum. Voilà. Oui, Hmm. À adhérer 100, à enfin, ce c'est à projet, quoi. 100% nous-mêmes qui avons envie d'améliorer notre vie, envie d'arrêter de fumer, envie de changer les comportements. Hmm. C'est Ça, vraiment comme c'est ça que je l'ai vécu aussi, hein, ce que vous dites, moi personnellement, pour l'arrêt du tabac, c'est ça. Parce que je pense que si j'avais pas fait ce travail psychologique avant, mais personnel, en autodidacte, hein, vraiment, je me préparais mentalement. Bon, Adeline, quand tu te sens prête, tu prends ton rendez-vous et tu fais ta voilà. séance d'hypnose. Mais je sentais que j'avais besoin de le ressentir en moi, en fait, que j'étais prête. Ouais. Et je savais personnellement, pertinemment, que si je ne ressentais pas ça en moi, ça allait Mm. échouer. Donc Non, ça, j'attendais ce voilà, c'est moment, en ça. fait. C'est ce que je dis. Oui, oui, oui. Après, il y a des personnes qui n'auront pas du tout fait de travail intérieur, mais qui vont se dire, moi, j'ai vraiment là, maintenant, envie d'arrêter. Hmm. Donc, elles font la démarche et ça marche. Alors, c'est pas la première séance, comme Regarde pas vous, bien. mais oui, 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 mais ça marche parce que avant, Ouais. on va aller travailler des blessures, on va aller travailler des peurs, quelque chose. Et voilà, pourquoi tu fumes? On va essayer de demander à l'inconscient pourquoi il y a eu d'un seul coup cette envie de fumer. Donc, il y a des réponses. Hein. Là, moi, je Hmm. fais parler les personnes voilà, quand ils sont en hypnose. Et des fois, elles sortent des choses qui n'auraient pas pensé en Hmm. étant comme ça, en état normal. Hmm. Je comprends. Donc finalement, en fait, l'hypnose, enfin là, c'est vraiment donc une non professionnelle qui va parler. Vous allez tout de suite vous en rendre compte, mais finalement, l'hypnose, en fait, c'est ce moment. En fait, finalement, on n'a absolument pas conscience du pouvoir qu'il peut avoir sur des shifts que ça peut nous apporter dans notre vie, ou en tout cas un levier concret, quelque part, qui nous permet de changer une chose qu'on a envie de changer dans notre vie, finalement. Quand je dis Ouais, cette partie, vous parlez tout à l'heure de ce moment inconscient, ah bah tiens, je suis partie ouais. d'un point A, je suis partie d'un point A, je suis arrivée au point B, je me suis même pas rendu compte entre-temps de ce qui s'est passé. C'est cet entre-temps, finalement, Voilà. donc l'hypnose, Ben, qui en permet, fait, c'est votre c'est un inconscient. levier. Oui, parce que ce qu'on dit, c'est que l'inconscient, il fait quand même 95% de ce qu'on est tous les jours. Hmm. Hein, il y a, bon, bien sûr, il y a tout le travail des cellules qui se régénèrent, la digestion qui est faite par les organes, tout ça qui est comptabilisé là-dedans. Mais il y a aussi tout le comportement que vous avez au quotidien face à l'autre, les réactions que vous avez qui provoquent des émotions, tout ça, c'est l'inconscient. Donc, ça veut dire que c'est 95%. Et après, il reste 5% à la conscience. Donc, on agit tous les jours
avec de l'inconscience, en fait. Vous voyez, les réactions qu'on fait, on nous dit quelque chose, d'un seul coup, on ne se met pas en colère. Et bien, tout ça, c'est l'inconscient qui agit. Ouais, Et quand on prend conscience de tout ça, eh ben, on a des réactions qui sont totalement différentes. un Et vrai en potentiel fait, aussi. c'est ça, plus on fait de séances d'hypnose, plus on se connecte à cet inconscient et plus on le rend conscient. Et c'est ça qui est magique. Tout à l'heure, vous parlez de visualisation. Moi, je vous disais, c'est un moment agréable. Moi, je le vis vraiment comme Oui. ça. Par exemple, Ah quand oui, je me mets à regarder à travers une fenêtre, vraiment tout simple, hein, un truc basique. Et je vois, j'ai un arbre devant moi, juste j'ai les feuilles qui sont comme ça, et juste je me laisse aller, je regarde. Franchement, moi, je suis un peu en mode ben, c'est ça, en mode, oui, vous êtes semi-modifié. Comment vous disiez tout à l'heure? modifié, un mode modifié de conscience, un Voilà, état modifié de état conscience. modifié Oui, de oui, conscience. Et oui, vraiment, on ressent cet apaisement, cette sérénité, en fait. C'est un laps de c'est temps ça. court, mais c'est vraiment Oui, oui. agréable. Sans être Mais endormi, sans... Voilà, quoi. ouais, c'est ce que je dis parce qu'il y a les personnes qui pensent que en fait il faut être dans un état très très particulier. Mais non, je Non. leur dis c'est qu'au moment de l'endormissement ou comme vous êtes devant l'arbre là, vous êtes parti, mais vous entendez les bruits des feuilles, vous entendez les oiseaux qui chantent et tout, donc vous avez votre conscience qui est là aussi. Mais la séance à ce moment-là, elle peut être très efficace. Et il y a des personnes qui vont rentrer dans un état de transe somnambulique. Donc là, quand elles sortent de la transe, elles me disent ah, mais je ne sais pas de quoi vous m'avez parlé, parce que elle a été vraiment profondément somnambule, endormie. Voilà. Et la séance fera autant effet, ou plus, ou moins. Ça, par contre, on ne peut pas le dire. Mais c'est une séance où vous êtes dans un état plus éveillé. Donc, les personnes qui viennent vous voir, vous, dans le cadre de leur problème Oui, d'obésité, qui le voient comme un problème voilà, vraiment majeur et potentiellement en lien avec une maladie, est-ce que vous avez déjà rencontré des cas qui, par exemple, se disaient je vais me faire opérer et puis finalement, elles ont croisé votre chemin, l'hypnose, etc. Et elles se sont dit, bon, bah, peut-être que finalement, cet aspect-là me permet de ne pas passer par la chirurgie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer des profils comme Non, ça ou pas forcément? non, non. J'ai eu des personnes voilà, qui sont venues, ont fait les réunions de l'association et qui ne savaient pas trop si elles allaient se faire opérer ou pas, mais elles étaient dans le parcours. Et après, pour l'instant, j'ai D'accord. pas su si elles choisissaient de ne pas se faire opérer. Ça, j'ai pas su. Ok, super. Un grand merci pour vos partages super riches et du coup ça permet vraiment ouais, de rentrer dans le détail en fait d'expériences concrètes. Voilà. Et puis ça éclaire beaucoup, je trouve, des personnes qui se posent des questions et vous l'avez vécu, je l'ai vécu, on se pose toutes des questions quoi. Enfin, je veux dire, là-dessus il n'y a pas de sujet. Moi je voulais juste faire un petit lien aussi par rapport à des chiffres que j'ai moi relevés de mon côté, du coup qui viennent compléter ce que vous avez dit tout à l'heure. Alors par rapport à l'obésité, moi j'ai relevé qu'en mars 2020, il y avait 41,9% d'adultes en obésité donc aux USA, 41,9% aux USA en 2020, 17% en France pour cette même période. J'ai relevé aussi que à l'échelle mondiale Pardon? En 2020, on est en 26. Ah ouais, c'est Ouais. ça. Donc, Les nous, chiffres de les chiffres qu'on vous a donnés, de 1 sur 2, c'est des chiffres qu'on nous a donnés qui datent de 2024 déjà. D'accord. Et bien justement, ceux que j'ai relevés ensuite, ils concernent donc au niveau mondial en 2022, donc un petit peu après, une forte augmentation d'à peu près 16% d'adultes obèses. Absolument. C'est énorme. Malheureusement. Et C'est énorme. 43% en surpoids. Donc voilà. Et donc tout ça, c'est lié à des études qui ont montré ces évolutions-là. Et j'ai pu aussi relever que concernant la chirurgie bariatrique, donc en 2016, il y a 10 ans maintenant, aux États-Unis, il y avait 215 666 personnes qui donc avaient fait le choix de se faire opérer, de passer par cette expérience-là. Et en 2023, 270 090, donc plus 55 000 en 7 ans. Ce qui est aussi énorme comme chiffre. Donc il y a quand même, on va pas se le cacher, il y a quand même une industrie finalement qui s'est installée derrière ce procédé de la chirurgie bariatrique et donc une croissance en lien avec l'obésité. Nous, à La Réunion, les chiffres qu'on a eus depuis plusieurs années,
c'est qu'il y avait en moyenne 500 opérations de chirurgie bariatrique par an. Ce qui est beaucoup, hein. Ce qui est beaucoup, hein. Voilà. C'est Donc, principalement des adultes ou il y a aussi des enfants ou des jeunes, par exemple alors des non, ados? les enfants de moins de 17 ans, c'est interdit de les opérer. Ok. Donc, on travaille beaucoup avec eux. Enfin, tout le service de pédiatrie travaille beaucoup. Les événements familiaux à construire, l'éducation par rapport à la nourriture, le fait de remettre l'enfant, mais on n'opère pas à moins de 17 ans. Et encore, des fois, c'est même 18 ans. Hmm. Ils n'opèrent pas les enfants. Ça À n'a pas part, 18 ans, à ils part sont opérés. vraiment un cas de force majeure où là, il y a un enfant, c'est une question de survie. Moi, j'ai déjà entendu, bon, c'est très très rare, mais j'ai déjà Ouais. entendu ça quand même jeune, genre par Par exemple exemple, j'en 40, ai jamais 14 ans. entendu. Ça fait 17 ans que je Ah ouais? suis présidente de l'association. Ils ne veulent pas opérer les enfants. Euh, Ils vont travailler beaucoup avec eux justement pour leur façon de s'alimenter, la prise de conscience de ne pas s'acheter un sandwich bouchon gratiné le matin, même s'il y a le snack bar en face. Ils vont obliger l'enfant à faire un peu plus de sport, d'activité physique. Ça oui. Mais une opération chez nous à La Réunion, Ok. franchement, j'en ai pas entendu parler. Ouais. Hier, ils évoquaient la prise de médicaments, les fameuses Ouais, injections de molécules qui ouais, aident à maigrir à partir de l'âge de 12 ans. Waouh. Donc, ouais. j'imagine sous suivi médical, recommandations Ah médicales, oui. etc. Tout ça. Oui. Alors, comment dire, on a appris aussi que depuis juin 2025, donc Ouais, même pas un an, ton médecin traitant peut te prescrire cette injection. ouais. Ces médicaments pour maigrir. Donc, Le médecin traitant. normalement, il doit respecter un certain taux d'IMC, mais comme c'est la charge du patient, quelqu'un qui veut peut-être perdre que 5-10 15 kilos. kilos, il peut peut-être se faire prescrire cette injection vu qu'il la paye de lui-même sans avoir un suivi ou Et quelque un chose de bien parcours. cadré, un parcours. Ouais. C'est légal, quoi, auprès de son médecin traitant. Oui, absolument. Ouais, C'est depuis légal. juin Et ça nous 2025. fait très très peur à nous tous qui sommes concernés par les problèmes d'obésité. Ouais. Parce que l'expérience montre, hein, elle est très courte pour l'instant, ça fait peu de temps que c'est commercialisé, ces médicaments-là, c'est que dès que tu arrêtes les injections, tu reprends du poids. Ouais. Et comment les patients sont accompagnés comme ça, si c'est juste le médecin traitant qui prescrit Ouais, donc il n'y a selon pas de la suivi, en fait. Il n'y a vraiment pas de suivi. Non. En pas pour fait, la médecin on, leur- traitant, on, Ça, c'est vrai. on met en avant le résultat, mais pas du tout Mm. les conséquences Ouais. qu'il va y avoir. Et, ouais, Ouais. ok. Hmm. Mais en même temps, on s'inquiète aussi parce qu'on parlait de la sécurité sociale. Ça coûte cher de se faire opérer. Donc, si une injection qui est payée par le patient pour l'instant permet d'éviter l'opération, ben, ça va intéresser les gens, hein. Donc, nous, on a peur de ça. De ce Après, il y manque a de quand même suivi. beaucoup de prise en charge, je crois, pour. Enfin, vous êtes mieux placé pour le savoir, j'imagine. Mais il me semble quand même que la chirurgie bariatrique, elle est quand même bien prise en charge. Pas de souci, Ah je oui, ne parle pas de la chirurgie, je Ah, parle des médicaments. Je oui, parle des oui, médicaments. mais vous faisiez la comparaison sur le fait que du coup, ça allait peut-être inciter les gens à choisir les médicaments plutôt que la chirurgie. Mais il y a quand même oui, beaucoup parce de que prise en charge. en fait, De- ces médicaments vont peut-être être remboursés par la sécurité sociale, c'est en train d'être étudié, Ouais. etc. Mm. Et donc, si c'est accessible par un médecin traitant, comment ça va être suivi? Parce qu'il faut quand même le suivi nutritionniste, il faut l'endocrinologue, enfin, il y a plein de choses à encadrer derrière. Donc, c'est ça qui nous Là, inquiète c'est pas vous mal êtes aujourd'hui. dans une phase de questionnement par rapport à C'est ça. Comment c'est mis en place, en fait? suivi dans un parcours au sein d'une clinique, Ah oui, ça, il n'y a pas de souci. on voit on a des hospitalisations de jour, 6 mois après l'opération, un an après, on a quand même un soutien, un suivi médical. Après, donc si c'est accessible aux gens par médecin traitant, je dis pas que le médecin traitant va pas faire de suivi correct, mais Mais voilà, c'est on pas peut pas. suffisant, selon vous. Il y a quand même une coopération entre différents acteurs Partenaire de santé. ouais, de médecins, quoi, Parce que quand on a pluridisciplinaire. 40 ou 50 kilos, voire plus à perdre, on a Valérie qui témoignait hier qui a perdu 80 kilos. Elle était à 141, elle en a perdu Waouh! 80. Ouais, 80, j'avais jamais entendu. ouais. Ben Autant. voilà. Et Waouh. donc, et quand on la voit, elle est en pleine forme. Elle est vraiment très heureuse d'avoir fait l'opération. Mais elle a perdu 80 kilos. Et quelqu'un qui n'a que 15 ou 20 kilos, elle ne passera pas à l'IMC. Donc, elle ne sera pas acceptée dans le parcours de chirurgie bariatrique. Or, 15 ou 20 kilos de trop, on est mal dans notre peau. Donc, ces médicaments-là, qui sont maintenant prescrits par le médecin traitant,
peuvent permettre à une personne qui veut perdre 15 à 20 kilos de le faire sans trop de soucis. Maintenant, il y a des vomissements, il y a des diarrhées, il y a des nausées, il y a de Ouais. l'anorexie à la clé. Nous, on a quand même le point de vue médical qui nous a été donné hier et Hmm. on est tracassés. Oui, qu'il y a des gens qui peuvent Ouais. finir anorexiques avec Ouais. Parce qu'ils savent que quand ils arrêtent l'injection, ils peuvent reprendre le poids. Donc, du coup, ils s'auto-arrêtent, ils s'alimentent plus, quoi. Ouais. Hmm. Il peut y avoir des dérives comme ça. Donc, s'il n'y a pas d'accompagnement avec un psychologue ou un psychiatre, c'est ça qui nous inquiétait par rapport à ce qu'on a entendu C'est hier. ça. Ouais, mais c'est totalement légitime, hein, effectivement. Mais je pense que de toute façon, je pense qu'on manque peut-être un peu, de manière générale, hein, je cible personne, mais on manque un peu d'éducation sur arrêter de trop porter le regard sur le résultat, qui est important, quelle que soit la discipline, quel que soit voilà, l'objectif dans une vie de quelqu'un. Mais en fait, tout le cheminement, il est très important aussi, quoi. Il n'y a pas que le résultat qui compte, quoi. Non, bien sûr. Et ça, c'est beaucoup oublié par beaucoup, malheureusement, parce que là, vous vous dites, je pense qu'il y a un nouveau business qui est en train de se créer, tout simplement. C'est ça. Et Voilà. Oui, parce que comme la chirurgie bariatrique, tu disais, coûte cher, ça te reviendra peut-être moins cher à la sécurité sociale de permettre les Ouais. injections. Ouais. Mais si c'est pas suivi, et d'où l'importance des associations. moins cher, comme oui et non, finalement. Pourquoi moi, je dirais moins cher, oui et non, parce que si ça en fait des malades derrière sur d'autres sujets, Bah oui, non, mais ça, il va y avoir forcément avoir des traitements autres, en fait. il faut pas avoir ça. Ouais. Tout à fait. Donc, en fait, c'est déplacer un problème à un autre et puis peut-être créer davantage... Oui, c'est vrai, alors que nous, ça améliore vraiment notre santé, Oui. la chirurgie bariatrique. Moi, je fais plus d'hypertension, je fais plus d'apnée de sommeil, j'étais limite Le pour diabète. le diabète. Ah J'étais oui. limite pour le prédiabète, bon, j'ai plus. Ça... En métropole, enfin dans l'Hexagone, si on n'a plus le droit de dire métropole. Ah bon? Oui, sinon ça fait colonial. Alors dans l'Hexagone, n'est-ce pas? Moi, j'utilise aussi métropole, souvent, mais Eh ok. ben, on dit plus maintenant, on n'a plus le droit de le dire maintenant. Bah oui, nous on aura du mal, mais bon. Dans l'Hexagone, et écoutez les informations régionales, hein, vous allez voir, ils parlent de l'Hexagone maintenant. Ok. Ils parlent plus de Je ferai métropole. attention. Donc, voilà. Et donc, du coup, dans l'Hexagone, il y a quand même beaucoup de gens. Moi aussi, ça y est, j'ai perdu le fil. Bon, Ça vous reviendra après. Du coup, je rejoins. Oui. Excusez-moi. Oui, par rapport à notre inquiétude, je trouve que les associations comme la nôtre et les autres associations qui accompagnent les patients, c'est important qu'on puisse justement bien les informer sur tout ça. Qu'ils aient aussi une autre parole que celle du médecin traitant ou de l'industrie pharmaceutique, quoi. Aussi. Je comprends. J'ai retrouvé le fil. Allez-y Dans alors. l'Hexagone, les médecins opèrent des gens qui ont du diabète de la sphygmostrectomie pour faire baisser le diabète. J'ai pas compris. Dans l'Hexagone, il y a des médecins qui prescrivent la chirurgie bariatrique Oui. simplement pour faire baisser le diabète. Ah, ok. Or, la personne, elle n'a pas forcément un IMC à 40 ou à 38, mais elle a un IMC à 30 ou à 32, mais avec une grosse comorbidité qui est un gros taux de diabète, eh ben on les opère de la sylvastrectomie. Je sais, j'ai une belle-sœur qui s'est fait opérer. Et elle en pense. C'est quoi son retour justement du coup par rapport à ça? Elle est contente, elle n'a plus de diabète. D'accord, parce que c'était son objectif, c'était. Mais comme c'était dans le cadre d'une chirurgie bariatrique, elle a eu tout le travail de préopératoire et tout le travail de suivi de la même façon. Mais c'était vraiment pour le diabète. Baisser son taux de diabète. Ok. Ouais. En termes de chiffres par rapport aux enfants, ce que j'ai pu relever aussi, parce que tout à l'heure ce que je disais c'était par rapport aux adultes, il y a apparemment une hausse de 25% entre 2000, donc de 25%. Ouais, entre 2000 et 2019, bon là c'est un petit peu ancien, mais voilà, on fait avec les chiffres qu'on a, passant de 30,3 millions à 38,3 millions. Donc là, on parle des enfants. Le taux d'enfants de 5 à 19 ans en surpoids a augmenté de 8% entre 2000 et 2016. 11%, alors ça m'a choqué, chez les moins de 5 ans. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Valmore, je crois. Ça fait 2 ans, ouais. Et dans le monde, 46% des enfants n'ont ni fruits ni légumes dans leur alimentation. Donc ça rejoint le problème de la malnutrition qu'on parlait tout à l'heure. Donc en fait, en termes d'évolution, l'évolution ça peut être positif et négatif. En termes d'évolution, pour les enfants, c'est quand même inquiétant, quoi, de ce que je vois dans les chiffres.
Pour les adultes, Oui, oui, mais pour les enfants aussi. Et là, on parle de la racine de l'humain, quoi, finalement. Ben, oui, tout à fait. ok. Ah oui, on a oublié de préciser à la réunion qu'il y a un facteur génétique. Ouais, la pectine. Ouais. Ouais. Vous voulez en parler? On a- Allez-y. Oui, c'est toi, je sais Vas-y, plus je quoi ne le sais truc. plus où on l'avait noté. Ouais, on l'avait noté. De mes souvenirs de la conférence d'IA, c'était que il y a une modification d'un gène, mais qui se retrouve qu'à la réunion, où comment on appelle C'est ça? la leptine. La leptine et le récepteur dysfonctionne, et du coup, la leptine, ça sert à l'hormone de déclencher satiété, l'hormone de satiété. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a des enfants, des ados et sûrement des adultes à La Réunion qui ont un dysfonctionnement de cette hormone-là et de cette sécrétion c'est ça, Oui, et qui expliquerait l'obésité à La Réunion. Et ça se voit qu'à La Réunion. Parce que Au sur niveau les des personnes enfants. âgées. Et, C'est et ce génétique. serait. Ouais. Ah, donc, ouais, génétique. Parce que j'allais dire, c'est quoi Ouais, la raison ouais, ah là, ouais. c'est génétique. Ouais. Donc là, Je sais pas si c'est ça se refile de parents à enfants, quoi. non, a priori, ouais, c'est ce qu'ils ont remarqué. Soulevé On comme. trouve ça qu'à La Réunion. qu'à la Réunion. Ouais, ouais. Ok, et du coup, toujours pour faire un petit peu le lien avec les enfants, voilà, donc là, ce qu'on disait par rapport aux chiffres, hein, on remarque qu'en fait, il y a une grosse augmentation des enfants qui sont en surpoids, et les conséquences du coup que ça a dans leur vie, et très tôt, du coup, la stigmatisation, le manque de confiance en soi et les dépressions aussi. Beaucoup de jeunes aujourd'hui font des dépressions. C'est catastrophique aussi, ça. Alors, c'est pas que dû au poids, hein, mais il y a plein de facteurs différents, mais ça en fait partie. Et ça peut être aussi dû à la malnutrition, comme on l'a cité tout à l'heure, la sédentarité, vous l'avez mentionné aussi, mais aussi à des environnements familiaux difficiles. Et là, je voulais juste faire le lien avec les environnements aussi familiaux difficiles qui parfois empêche peut-être l'accès à la compréhension de ses propres émotions. En plus, quand on est enfant, et je pense que, enfin, vous pourrez peut-être dire vous ce que vous en pensez, mais on n'apprend pas forcément ce que c'est des émotions, à quoi ça sert, etc. Et du coup, ça a forcément un impact. Qu'est-ce que vous pensez de ça sur la possibilité de renverser cette tendance? Est-ce que vous pensez que ça peut être aussi, pour les enfants, je parle, un accès intéressant, en fait, finalement, d'aborder de plus en plus Oui, bah, les on pourrait émotions? l'aborder. Les émotions, travailler sur les émotions dès l'école maternelle. Oui. Parce que moi, je suis enseignante spécialisée en aide relationnelle et D'accord. j'ai un projet sur justement les émotions, savoir les reconnaître, les vivre, les imiter aussi dès la maternelle. Et puis pour développer aussi les habiletés psychosociales, les relations aux autres, l'empathie, développer l'empathie. Quand tu comprends l'émotion, tu peux comprendre celle de l'autre aussi. Et c'est développer toutes ces choses-là qui... Aujourd'hui, vous qui êtes enseignante, est-ce que c'est quelque chose qui est déjà mis en place ou comment vous vous situez vous par rapport à ça Comment vous pensez que l'enseignement il en est où en fait à ce sujet-là, d'après vous, votre expérience? Bah, en fait, à l'école maternelle, c'est fait pour développer justement les liens sociaux, les relations sociales. Beaucoup de la socialisation, c'est très important en maternelle. Mais travailler plus sur les émotions, ça peut être intéressant dans certains, comment dire ça, certains secteurs de la population. Enfin, je sais pas comment dire ça, sans être péjorative. Là. Ouais, excusez-moi, je trouve pas les mots là, mais Peut-être des enfants qui feraient partie peut-être oui comment dire, qui ont des vies compliquées par rapport à les familles qui ont des vies compliquées, etc. Ça, vous voulez voilà, dire peut-être plus voilà, moi, assujetti. voilà, il y a il peut y avoir une population de parents d'élèves où c'est des familles en difficulté Voilà, des familles en difficulté. qui aiment leurs enfants, mais qui savent pas, qui n'ont pas accès à l'éducation parentalité, qui ont vécu eux-mêmes des choses pas très sympas dans leur enfance et qui savent pas faire autrement que comment ils ont eux Appris vécu. ou Et voilà, et du coup, il y a une grande guidance à la parentalité qu'il faudrait faire. Donc, on a les associations de parents d'élèves aussi au sein des écoles où on essaie de travailler les choses sur justement l'équilibrage alimentaire, le sport, les effets des écrans. Donc, je crois qu'il y a un gros travail à faire avec les parents au niveau de l'école, avec les PMI aussi, pour mettre tout ça, qu'est-ce que accompagner c'est les pour les personnes parents. qui ne savent pas, les PMI, du coup?
Ah oui, c'est la Maternelle protection infantile. maternelle et infantile. D'accord, ok. Ouais. En fait, il y a le médecin et les infirmiers, l'infirmière de ces structures-là qui viennent faire des tests des enfants au niveau de l'audition, la vue, en petite section, et le médecin scolaire aussi qui vient en grande section Hmm, pour orienter les parents s'il y a besoin de faire des bilans orthophonistes, ophtalmo, l'ORL, etc. hmm, Et ok. donc, on peut aussi. Enfin, je pense qu'il y a des choses à mettre en place au niveau de l'école, dès la primaire, au niveau des émotions, de comprendre les émotions. Et là, c'est vrai que c'est finalement, je me dis, les émotions, c'est vraiment, ça peut être très aidant dans un parcours aussi en tant qu'adulte Bah, quand on les a pas forcément connus, abordés, oui, voilà, qu'on c'est découvre quoi. apprendre à les Mais accepter c'est et à les pour vivre tout dans aussi. la vie finalement en fait. C'est Parce les. que si très tôt, on apprend à l'enfant que c'est normal de ressentir une émotion et qu'il n'y a pas à dire qu'elle est bien. Parce que souvent, on dit, ouais, t'es en colère, c'est pas bien, c'est pas bien d'être en colère. Mais non, en fait, Il n'y a on pas a le de droit d'être mauvaises en émotions. colère. Il n'y a pas de mauvaises émotions, on les accepte et on peut essayer de les mettre de côté pour faire un petit pas de côté pour la comprendre. Et peut-être ça fera diminuer notre stress, notre taux de cortisol et qu'on on n'aura pas envie de stocker de la graisse parce qu'on est en mal-être par rapport à nos émotions, l'anxiété et le stress. Mais ça c'est du tout petit. C'est Pour vraiment de l'éducation à Mm. faire en fait, hein. Ouais. Ok, super intéressant tout ce que vous avez partagé. J'ai juste une dernière petite chose et qui va faire lien avec ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux médicaments. Je ne sais pas si c'est la même chose ou pas, mais moi je suis tombée sur une pétition il n'y a pas très longtemps qui parle d'un médicament qui, alors ça m'a un peu, ouais, enfin ça fait flipper si on peut parler de manière, comment on dit, familière. Une pétition qui concerne un médicament qui s'appelle Ozempic, si je dis pas de bêtises. Oui, je vais Ça en vous parler parle? aujourd'hui. Ouais. Et où en fait une personne alerte sur ce délire donc d'injection détournée d'un médicament antibiotique qui est justement pour les diabètes initialement. Et apparemment, donc ça a été très mis en avant par des stars qui relayaient ça sur les réseaux sociaux, qui expliquaient, qui montraient un peu en mode influence en fait, que ah bah regardez, j'ai perdu du poids et grâce à une injection que je me suis faite dans ma cuisse, qui à la base, donc ils vendent ça en fait comme des coupes-faim, alors qu'en fait à la base c'est un médicament pour les diabètes quoi. Et donc, on s'aperçoit que comme ça fait perdre du poids, bah, ils ont un peu transposé le truc. Bah, si ça fait perdre du poids, on va s'en servir comme coupe-faim. Et finalement, c'est pas le cas. Ça rejoint ce que vous disiez aussi tout à l'heure sur les conséquences que ça peut créer. Et donc, elle l'explique dans la pétition. Je me permettrai de la partager, du coup, si vous êtes OK, sous votre vidéo, parce que je pense que ça fait lien avec ce que vous expliquez tout à l'heure. Qu'une femme qui donc a fait le choix de se faire des injections, qui a 51 ans, a carrément eu l'estomac paralysé suite à des injections qu'elle a faites. Et en fait, elle ne peut plus boire d'eau sans vomir. Ouais. Oh là là. Voilà le Ouais. type de conséquences que ce type de médicament peut amener. Et il y a eu beaucoup aussi de morts, hein, apparemment. Mm. Donc voilà, je me permets de faire le lien avec notre échange d'aujourd'hui parce que je trouve que c'est quand même un gros sujet. Et Pour ça, nous, on est très, très inquiètes de ces histoires de médicaments à venir. Ça, c'est sûr. Voilà. Maintenant, on n'y peut rien, nous. Hein. Oui, On va subir. effectivement. cadré, quoi, c'est ça. Un grand merci pour tous vos partages. C'était très intéressant de vous écouter. Moi, j'adore toujours écouter les témoignages des gens, surtout quand ça est tiré de vie et d'histoires personnelles. J'adore, je kiffe. Donc, merci beaucoup. Et je trouve que du coup, ça permet vraiment de voir plein d'expériences différentes, de pas forcément chercher à les confronter, mais peut-être juste à les partager, tout simplement. Et du coup, on a permis ça aujourd'hui par rapport à cet entretien. Donc, merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié aussi le moment. Ah oui, Et, tout à fait. Merci. Vous êtes déjà venu vers nous.